Dans l'univers, il existe deux grands piliers. Des piliers qui expliquent presque tout. On comprend comment la Terre tourne autour du Soleil. On comprend pourquoi nos boussoles pointent vers le nord. On comprend aussi pourquoi une bombe atomique explose. Mais on ignore ce qu'il y a au centre des trous noirs. Ces astres mystérieux. Simplement parce que dans le centre des trous noirs, toutes les lois de la physique qui régissent notre univers ne fonctionnent plus. Autrement dit, il nous manque quelque chose. Et ce quelque chose, on peut le trouver grâce à cette théorie. Celle qu'on appelle la théorie des cordes. Alors, on va explorer cette théorie dans ses entrailles, et on va tout revoir, tout comprendre. Vous allez comprendre ce que vous n'aurez jamais compris auparavant. Il s'agit d'une compilation de plusieurs vidéos qui résument ce qu'est la théorie des cordes. Beaucoup me l'ont demandé, alors la voici. Je vous souhaite un agréable visionnage, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, puis même à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez. Pour ça, un QR code s'affiche actuellement à votre écran, sinon vous avez le lien en description et ou en commentaire épinglé. Et au passage, je parie que la plupart des gens regarderont cette vidéo à 23h39. Dites-moi si j'ai tort, quelle heure est-il actuellement chez vous? Bref, assez parlé, on y va. La théorie des cordes propose que les particules élémentaires, donc les plus petites particules qui existent, au lieu d'être des points sans dimension, soient en réalité des objets unidimensionnels, semblables à de minuscules cordes vibrantes. Ces cordes vibreraient à différentes fréquences, et leur mode de vibration déterminerait les propriétés des particules, comme leur masse ou leur charge par exemple. Ce concept révolutionnaire pourrait résoudre les plus grandes énigmes que pose notre compréhension actuelle de l'univers. Et tout ça parce qu'elle permet d'unifier, de comprendre et de raconter le comportement de toutes les forces fondamentales de l'univers. Tout ça en une seule théorie. Et si elle s'avère correcte, cette théorie ne sera pas seulement une révolution. Elle pourrait être la clé pour découvrir une théorie du tout, une description complète et unifiée de l'univers. En fait, la théorie du tout, c'est l'univers décrit dans son entièreté, résumé en une unique équation. Mais pour la réaliser, cette fameuse théorie du tout, il faudrait unifier deux mondes qui ne sont pas théoriquement faits pour ça. Le monde quantique, régi par la mécanique quantique, et le reste, qui peut être expliqué par la physique classique. Mais on va voir qu'il y a des exceptions, et pas des moindres. Et vous verrez qu'en fait, la faute revient à la force fondamentale destructrice de monde, mais créatrice de la vie. La gravité. Mais avant de rentrer dans un sujet qui risque de changer votre vision de l'univers à tout jamais, je vous propose de remonter le temps. Allons voir ce qu'est réellement cette théorie. Alors on va commencer tout de suite en se posant une question simple mais pourtant primordiale dans notre contexte. C'est quoi la théorie des cordes exactement? Bon alors déjà, la théorie des cordes, c'est une proposition révolutionnaire en physique. Selon elle, les blocs fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes comme je vous l'ai dit. Ces cordes seraient incroyablement petites. Elle se rapprocherait d'une taille d'environ 10 puissance moins 35 mètres. Imaginez qu'un atome fasse la taille de la Terre. Eh bien, à cette échelle, une corde serait alors plus petite qu'un arbre. Quelque chose d'infiniment petit, à côté de la Terre atome. Mais ces cordes ne seraient pas immobiles. Elles oscilleraient de différentes manières, et ces oscillations détermineraient les propriétés physiques des particules, comme leur masse, leur charge ou leur énergie. Alors c'est ici une vision radicalement différente de l'idée qu'on se fait de la matière. Dans la vision traditionnelle de la physique, j'ai envie de dire, donc celle qu'on décrit classiquement grâce au modèle standard, les particules fondamentales, comme les quarks, les électrons ou les photons, sont représentées comme des points sans dimension. C'est ce qu'on imagine typiquement dans nos têtes. Et ces particules interagissent via les 4 forces fondamentales: l'électromagnétisme, l'interaction faible, l'interaction forte, et bien sûr, la gravité. Et qui est une déformation de l'espace-temps en réalité. Mais on va garder la définition de force fondamentale parce qu'elle est importante dans ce sens. Et d'autant plus qu'on peut encore la définir comme telle
parce qu'on utilise encore les équations de Newton, à des échelles où la relativité générale devient imprécise. Et les équations de Newton, évidemment, décrivent la gravité comme une force. Bref, ça c'était pour anticiper certaines remarques. Mais cette approche rencontre des problèmes à très petite échelle, notamment quand on tente de corréler la gravité avec la mécanique quantique. Mais la théorie des cordes n'a pas dit son dernier mot. Elle propose une solution à ce problème en remplaçant les particules ponctuelles par des cordes unidimensionnelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, les particules que nous observons ne seraient en réalité que différents modes de vibration de ces cordes. Un peu comme un instrument de musique qui peut produire différentes notes selon la manière dont les cordes vibrent. Chaque vibration correspondrait à une particule différente. Par exemple, une vibration pourrait correspondre à un électron, une autre à un photon, etc., etc. On peut faire ça avec toutes les particules connues. Et qui sait, peut-être que la vibration d'une corde fermée donnerait la particule hypothétique responsable de la gravité, le graviton. Mais on va faire une brève pause en revenant sur l'état d'une corde. Comme je viens de le dire, il peut exister des cordes fermées. Et comme tout va de pair dans l'univers, il y aura aussi des cordes ouvertes. Mais à quoi ça correspond exactement ? Et c'est quoi la différence entre ces deux types de cordes ? Bon, on sait que les cordes peuvent être de différents types principaux, ouvertes et fermées. Les cordes ouvertes peuvent être représentées comme un simple bout de fil. Elles ont deux extrémités libres et peuvent osciller dans l'espace. Là où les cordes fermées, à l'instar d'un élastique, forment des boucles, sans extrémité. Mais elles peuvent toujours osciller dans l'espace. Les cordes fermées sont particulièrement importantes parce qu'elles sont associées au graviton directement. Ça signifie que la gravité est naturellement intégrée dans la théorie des cordes. Ce qui en fait une candidate vraiment prometteuse pour unifier la relativité générale, qui décrit donc la gravité, et la mécanique quantique, qui décrit les autres forces fondamentales. Mais comment tout ça fonctionne concrètement ? Eh bien, il y a quelques minutes, je vous parlais de vibration des cordes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour visualiser cette idée, imaginez que chaque particule soit une note jouée par une corde. Selon la tension, la longueur et le mode de vibration de la corde, elle produira une fréquence particulière, qui correspond en fait à une particule spécifique. Alors cette métaphore, elle souligne une caractéristique hyper fascinante de la théorie des cordes. Elle pourrait expliquer pourquoi il existe une si grande diversité de particules dans l'univers. Elles ne seraient pas fondamentalement différentes, mais simplement des manifestations différentes d'un même objet fondamental, la corde. Et donc, toute cette symphonie cosmique est permise grâce à cet unique phénomène, la vibration des cordes. Bon, on sait que ça vibre, mais pourquoi utiliser des cordes et pas des points ? Eh bien en fait, considérer des cordes, ça nous permet de résoudre plusieurs problèmes fondamentaux de la physique. Parmi ces gros problèmes, on retrouve les infinis, qui sont assez gênants. Bon alors, sans trop rentrer dans les détails, dans la mécanique quantique classique, lorsque deux particules ponctuelles interagissent à très petite échelle, les calculs aboutissent souvent à des résultats infinis, parce que c'est impossible à interpréter physiquement. Les cordes, en répartissant leur interaction sur une petite longueur, éliminent ces infinis. Et le deuxième problème résolu est ce qu'on appelle l'unification des forces. En fait, les chercheurs se sont rendus compte que pour unifier les forces fondamentales, donc l'électromagnétisme, la gravité, l'interaction faible et l'interaction forte, ils avaient besoin de cordes et non pas de points. Alors, c'est quoi le but de faire tout ça ? À quoi elle servirait cette théorie des cordes ? Eh bien, si elle est correcte, elle pourrait tout simplement transformer notre compréhension de l'univers. Déjà, et comme je viens de le dire, elle nous permet d'avoir une vision unifiée de la nature. Ça veut dire que tout ce qu'il se passe dans l'univers, de la lumière aux atomes, en passant par la gravité, serait décrit par les vibrations d'un même type de corde. En plus de ça, elle nous permettrait potentiellement de trouver les origines des 4 forces fondamentales. Peut-être qu'on apprendrait que les différentes forces et particules ne seraient en fait que des manifestations différentes d'un même mécanisme. Mais malgré son élégance, la théorie des cordes reste spéculative. Déjà par manque de preuves expérimentales.
mais surtout par complexité mathématique, parce que les calculs liés à la théorie des cordes sont extrêmement complexes, et certaines de ces prédictions restent difficiles à vérifier. Donc en fait, la théorie des cordes, en transformant les particules en cordes vibrantes, offre une vision nouvelle et unifiée de l'univers. Mais malheureusement, le chemin vers sa validation reste long, et semé de défis. Bon, maintenant que vous avez les bases de la théorie des cordes, on va pouvoir aller encore plus loin. Mais avant de vous expliquer en détail ce qu'il va suivre, on va voir ensemble comment cette magnifique théorie a vu le jour. Parce que, et c'est vrai ça, d'où elle vient réellement cette théorie? De quand elle date? Et qui l'a initiée? Eh bien cette théorie, déjà en plus d'être fascinante, elle a une histoire fascinante. Elle est née d'une tentative de résoudre des problèmes spécifiques en physique, mais qui a évolué en une ambitieuse théorie du tout. Alors, tout commence dans les années 1960. Des physiciens cherchaient à comprendre les forces nucléaires fortes, celles qui maintiennent les protons et les neutrons ensemble, dans le noyau atomique. Cette force, incroyablement puissante mais de très courte portée, posait un défi théorique. C'est en partant de cette problématique que Veneziano a découvert une équation mathématique, décrivant les interactions fortes. Cette formule, appelée amplitude ou modèle de Veneziano, semblait mystérieusement reliée à une théorie de cordes vibrantes. Alors à l'époque, personne ne pensait que les particules pouvaient être autre chose que des points. Pourtant, l'idée que ces forces pourraient être modélisées par des cordes de vibration commençait à émerger. Ensuite, dans les années 1970, les chercheurs ont réalisé que la théorie des cordes ne s'appliquait pas seulement aux forces fortes. Elle avait un potentiel beaucoup plus large. Alors les premières versions de la théorie des cordes ne décrivaient que les particules appelées bosons, qui sont responsables de transporter les forces, comme le photon pour l'électromagnétisme. Parce qu'en fait c'est le photon, la particule du photon, qui transporte la force électromagnétique. Mais il y avait un hic. Ces cordes ne pouvaient pas expliquer les particules de matière, comme les électrons ou encore les quarks. Par contre, elles permettaient d'en savoir plus sur la gravité. Et oui, parce que c'est autour des années 70 qu'on a émis l'hypothèse de l'existence du graviton. Alors une des découvertes majeures était que les vibrations des cordes prédisaient naturellement une particule correspondant au graviton, la particule théorique associée à la gravité. Ça signifiait surtout que la théorie des cordes avait le potentiel d'unifier la gravité telle qu'elle est décrite par la relativité générale, avec les autres forces fondamentales, un objectif jamais atteint auparavant. Mais continuons notre périple temporel jusqu'en 1980. L'une des limitations initiales de la théorie des cordes était qu'elle ne décrivait pas les particules de matière, qui sont les fermions. Et tout ça, ça a changé avec l'introduction d'une hypothèse révolutionnaire. Et écoutez bien, parce que ça va devenir intéressant. En fait, cette hypothèse, elle dit que chaque boson aurait un partenaire fermion, et vice-versa. On appelle ça la supersymétrie. Alors, en parlant de cette nouvelle hypothèse, les physiciens ont essayé d'aller encore plus loin avec la théorie des cordes, en créant la théorie des supercordes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En gros, les physiciens ont développé des versions supersymétriques de la théorie des cordes, capables de décrire à la fois la matière et les forces. Cette version est devenue un véritable candidat sérieux pour la théorie du tout. Mais pourquoi elle semble pouvoir devenir la réponse à la fameuse théorie du tout? Bah déjà, si elle aboutit, elle serait capable de réunir toutes les forces fondamentales, y compris la gravité. Et puis surtout parce qu'elle a été avancée par une approche mathématique, certes extrêmement complexe, mais parfaitement cohérente. Et pour preuve, elle évite les contradictions qui surgissent lorsque la mécanique quantique et la relativité générale sont combinées. Mais parce que rien ne marche du premier coup, il y a un problème de taille. En fait, pour que la théorie des cordes actuelle soit valide, il faudrait envisager un univers avec 10 dimensions. Alors ça peut sembler irréel, voire complètement impossible. Mais vous inquiétez pas, je vous raconterai tout dans quelques instants. Pour le moment, avançons notre voyage temporel jusque dans les années 1990, l'âge d'or de la théorie des cordes.
En fait, dans les années 1990, plusieurs versions différentes de la théorie des cordes étaient en compétition. Elles semblaient décrire un univers légèrement différent. Mais un homme, Edward Witten, a montré qu'elles étaient en fait toutes liées par une théorie plus complète et donc plus complexe. La théorie M. En réalité, cette théorie est le résultat de l'unification de 5 versions légèrement différentes de la théorie des cordes. Elle propose que les cordes ne soient pas les seules entités fondamentales. À la place, elle met en avant la possible existence d'objets multidimensionnels appelés membranes ou branes. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Alors, une brane, c'est un concept fondamental dans la théorie des cordes, et les théories plus générales comme la théorie M. En fait, c'est un objet étendu qui peut avoir différentes dimensions, et qui joue un rôle clé dans la structure et la dynamique de l'univers selon cette théorie. Elle est souvent représentée par un objet qui peut être vu comme une surface ou une étendue de l'espace-temps. Alors contrairement aux particules ponctuelles qui n'occupent qu'un point dans l'espace, une brane peut avoir des dimensions étendues. Et si je dis peut avoir, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs types de branes. Par exemple, il y a la zéro brane, qui n'est rien d'autre qu'un point, comme une particule ponctuelle. Il y a aussi la une brane, qui est comme une ligne ou une corde, telle que la corde vibrante de la théorie des cordes. Et il y a aussi la deux brane, qui peut être représentée sous forme d'une surface comme une feuille de papier. Il y a aussi la 3 brane, qui a elle 3 dimensions spatiales, comme notre univers observable. Bref, vous l'aurez compris, le nombre précédant le mot brane correspond au nombre de dimensions spatiales de la brane. Mais quel rôle jouent-elles, ces branes? Bon déjà, c'est le principal support des cordes, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Par exemple, une corde ouverte, donc avec des extrémités. Elle peut avoir ses extrémités attachées à une brane. Elle serait donc liée à cette brane. Contrairement à une corde fermée qui peut bouger librement dans l'espace, y compris dans les branes. Et c'est vraiment passionnant parce que si cette théorie s'avère vraie, notre propre univers pourrait être une brane. Parce que selon certaines versions de la théorie des cordes, notre univers observable pourrait être une 3 branes, donc 3 dimensions spatiales et une dimension de temps, flottant dans un espace-temps de dimension supérieure. Toutes les particules et les forces que nous connaissons seraient confinées à cette brane, sauf la gravité, qui pourrait se propager dans les dimensions supplémentaires. Et tout ça, ça rend l'étude des branes hyper importante, parce que plus on avance dans nos découvertes, et plus on se rend compte que leur rôle va bien au-delà que tout ce qu'on pouvait imaginer. Dans un premier temps, les branes expliquent comment les dimensions supplémentaires peuvent exister sans être visibles. Par exemple, on pourrait être coincé sur une brane, incapable de détecter directement les dimensions extérieures. Ensuite, elle pourrait nous permettre de comprendre les interactions entre univers, parce que les collisions ou les interactions entre différentes branes pourraient expliquer des phénomènes cosmologiques comme le Big Bang. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour mieux comprendre le concept de brane, on va imaginer un filet de pêche dans un océan. Les nœuds du filet représentent les particules ponctuelles, les zéro branes. Les fils du filet sont des une brane, comme des cordes. La surface du filet, c'est une 2 brane. Et maintenant, imaginez que ce filet flotte dans un océan multidimensionnel. Les branes et les cordes vibrent et interagissent dans cet espace-temps plus vaste, comme donc le filet de pêche qui bouge et qui vibre. Les branes sont donc des objets étendus qui permettent à la théorie des cordes de modéliser un univers, et où les dimensions et les interactions prennent une nouvelle profondeur. En fait, ce qui est assez, voire extrêmement compliqué avec ce genre de théorie, c'est qu'on manque cruellement de données expérimentales. Tout simplement parce qu'aucune expérience directe n'a encore confirmé l'existence des cordes, ou même des dimensions supplémentaires. Il y a un autre point, comme je l'avais dit, qui ralentit énormément la recherche, c'est sa propre complexité mathématique. Et pourquoi c'est un problème? Eh bien tout simplement parce que ça rend son application à notre univers réel extrêmement difficile. Les concepts de brane ou d'autres dimensions est beaucoup trop compliqué à transposer sur nos calculs quotidiens. Mais s'il y a bien quelque chose à retenir de la théorie des cordes,
c'est que c'est une tentative pour expliquer l'univers. Rien que ça. Et même si elle reste encore non confirmée expérimentalement, elle reste l'une des plus belles et prometteuses constructions de la physique théorique moderne. Bon, on a vu les fondamentaux de la théorie des cordes. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va directement commencer en allant voir pourquoi la théorie des cordes actuelle fonctionne. Est-ce qu'elle doit vraiment admettre des dimensions supplémentaires? Bon, avant ça, on va faire un petit rappel sur les 4 dimensions qu'on connaît tous. Donc, il y a les 3 dimensions d'espace, la profondeur, donc devant-derrière, la largeur gauche-droite, et la hauteur haut-bas. Et comme vous le savez, à ces dimensions d'espace est ajoutée la dimension du temps. Le tout formant ce qu'on appelle l'espace-temps. Et là où la théorie des cordes est fascinante, c'est parce qu'elle propose une vision de l'univers où les dimensions, telles que nous les connaissons, ne sont qu'une partie de l'histoire. Selon cette théorie, il existerait 10 voire 11 dimensions, dont certaines sont cachées ou enroulées à des échelles minuscules. Mais déjà, pourquoi la théorie des cordes prédit-elle des dimensions supplémentaires? Comment c'est possible? Bon, déjà comme on l'a vu dans la théorie des cordes, les particules fondamentales ne sont pas des points, mais bien des cordes infiniment petites qui vibrent. Mais pour que ces vibrations soient mathématiquement cohérentes et reproduisent les lois de la physique telles que nous les observons, il faut un nombre précis de dimensions. Ce nombre de dimensions, il est nécessaire, et il est obtenu à l'aide de calculs mathématiques poussés. Ils peuvent varier d'une théorie à l'autre. Par exemple, la théorie des supercordes nécessite 10 dimensions, 9 d'espace et 1 de temps, alors que la théorie M, une version plus avancée, introduit une 11e dimension, et ce, pour intégrer les branes, une généralisation des cordes. Sans ces dimensions supplémentaires, la théorie s'effondre. Les équations qui décrivent les vibrations des cordes deviennent totalement incohérentes. Les particules physiques telles qu'on les connaît n'apparaissent pas dans le modèle. Ces dimensions supplémentaires sont donc une nécessité mathématique et pas une hypothèse gratuite sortie de nulle part. Mais du coup, quelles sont ces fameuses dimensions supplémentaires? Bon, nous, on perçoit 4 dimensions dans notre vie quotidienne, 3 d'espace et 1 de temps. Les 6 ou 7 dimensions supplémentaires postulées par la théorie des cordes pourraient être en fait compactifiées. C'est-à-dire qu'elles seraient repliées sur elles-mêmes à une échelle si petite qu'elles échappent à notre perception. Et en plus de leur repliement, ces dimensions seraient infiniment petites. Leur taille est proche de la longueur de Planck, donc autour de 10 puissance moins 35 mètres, bien plus petit qu'un atome. Mais pour vous aider un peu, on va imaginer une feuille de papier. Alors vue de loin, la feuille semble bidimensionnelle, longueur, largeur. Mais si vous vous approchez suffisamment, vous pourrez percevoir une 3e dimension, son épaisseur. De la même manière, les dimensions supplémentaires seraient comme des épaisseurs ou des plis dans l'espace que nous voyons à grande échelle. Ces dimensions ne sont pas plates ou simples. Elles possèdent des formes complexes et repliées, souvent décrites par des variétés spécifiques et directement issues des mathématiques. Les variétés de Calabi-Yau. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, une variété de Calabi-Yau, c'est une structure mathématique riche qui est composée de nombreux plis et de courbures. Alors ça va devenir complexe, accrochez-vous. Donc en fait, la forme exacte de ces dimensions détermine la manière dont les cordes vibrent, influençant directement les propriétés des particules dans notre univers. Une autre possibilité sur la forme des dimensions supplémentaires serait qu'elles soient enroulées, là, quelque part dans l'espace. Parti de ce point de vue, les dimensions supplémentaires peuvent être imaginées de 2 façons différentes, soit comme des cercles minuscules où chaque point de l'espace tridimensionnel pourrait avoir plusieurs dimensions cachées et qui tournent sur elles-mêmes, soit comme des structures beaucoup plus complexes où les dimensions compactifiées peuvent ressembler à des sortes de labyrinthes mathématiques, où chaque courbure influence l'univers. Mais si on est quasi sûr mathématiquement que ces dimensions supplémentaires existent, pourquoi est-ce qu'on ne les perçoit pas? Eh bien, premièrement, parce qu'elles seraient très probablement à des échelles microscopiques. Les dimensions supplémentaires sont si petites qu'elles seraient invisibles à l'œil nu et invisibles avec nos instruments actuels.
Pour les observer directement, il faudrait atteindre des énergies incroyablement élevées, comme celles qui existaient au moment du Big Bang, ou alors dans des accélérateurs de particules beaucoup plus puissants comme le LHC, mais aussi et surtout parce qu'on n'est tout simplement pas dans la capacité de les percevoir, ou même de les sentir. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est directement limité par nos propres niveaux de perception. Notre expérience quotidienne est limitée aux grandes échelles. Les dimensions supplémentaires n'ont un impact significatif que dans des environnements extrêmes, comme c'est par exemple le cas près d'un trou noir ou à des énergies gigantesques. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question. Pourquoi 10 ou 11 dimensions? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 6? Eh bien en réalité, la nature semble avoir choisi ce nombre de dimensions pour des raisons fondamentales. Déjà, avec moins de dimensions que celles proposées, les vibrations des cordes ne permettent pas de produire toutes les particules observées. Et avec plus de dimensions, c'est l'effet inverse. Des particules non observées apparaissent. Et les lois de la physique deviennent instables. Les 10 ou 11 dimensions sont donc une sorte d'équilibre parfait pour décrire l'univers tel qu'il est, tout en permettant l'unification de la gravité avec les autres forces fondamentales. Ce qui reste quand même l'objectif final. Mais ces dimensions supplémentaires, dans la physique, ne sont pas là par hasard. Elles ont un rôle clé à jouer, comme par exemple l'unification des forces fondamentales. Parce que oui, c'est quand on inclut toutes les dimensions supplémentaires qu'on pourra arriver à décrire toutes les forces fondamentales dans un cadre unique. En gros, c'est qu'en prenant en compte les dimensions rajoutées par calcul mathématique qu'on sera en mesure de pouvoir décrire l'univers en entier, à partir d'une seule équation. Par exemple, la gravité pourrait se propager dans des dimensions cachées, ce qui expliquerait pourquoi elle est si faible par rapport aux autres forces. Parce que oui, même si la gravité a également un rôle majeur dans la création de l'univers et de la vie même, elle reste la force la plus faible, loin derrière la force électromagnétique. Prendre en compte ces dimensions supplémentaires pourrait aussi être très utile pour pouvoir expliquer des phénomènes inexpliqués. En prenant ces dimensions en compte, on pourrait commencer à supposer que certains phénomènes, comme l'énergie noire ou la matière noire, pourraient trouver leur origine dans ces dimensions supplémentaires. Et beaucoup plus simplement, cette dimension en plus pourrait jouer un rôle clé dans des questions fondamentales, comme l'origine du Big Bang, de l'expansion accélérée de l'univers, ou encore les propriétés des particules exotiques. Mais dans tous les cas, ces dimensions supplémentaires, bien que fascinantes, restent pour le moment hypothétiques. Mais leur étude inspire d'ores et déjà des avancées majeures, comme par exemple les accélérateurs de particules comme le LHC, qui cherchent des signes de leur influence. Et bien sûr, on n'oublie pas les ondes gravitationnelles, qui pourraient un jour révéler des indices sur la structure multidimensionnelle de l'espace-temps. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est que les dimensions supplémentaires sont un des aspects les plus intrigants de la théorie des cordes. Et même si elles sont invisibles à notre échelle, elles pourraient détenir la clé pour unifier toutes les forces fondamentales de l'univers. Leur exploration, même si elle est indirecte pour l'instant, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de compréhension cosmique. Mais revenons-en maintenant à un point qui a dû vous surprendre. La gravité et sa force. On a vu que cette force fondamentale était bien plus faible que les autres. Alors, pourquoi a-t-on réussi à comprendre cet écart de force? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. La gravité, comme on l'a vu, est une force universelle qui maintient les planètes en orbite et régit la dynamique des galaxies. Elle est intrigante par sa faiblesse relative comparée aux autres forces fondamentales, comme l'électromagnétisme ou les forces nucléaires. La théorie des cordes propose une explication fascinante à ce phénomène. La gravité pourrait se propager dans des dimensions supplémentaires, ce qui diluerait son effet dans notre espace observable. Mais pour vraiment comprendre le problème, il peut être intéressant de comparer la gravité aux autres forces. Par exemple, on va comparer la force électromagnétique à la gravité. Si on prend une simple barre aimantée, on peut extrêmement facilement soulever un trombone, ce qui va à l'encontre de l'attraction gravitationnelle
de toute la Terre. Ça montre tout simplement que la gravité est des milliards de fois plus faible que l'électromagnétisme. Mais ok, on vient de démontrer cet écart, et maintenant? Eh bien, la théorie des cordes suggère que cette faiblesse apparente n'est pas une anomalie, mais une conséquence directe de dimensions cachées. Je m'explique. En fait, la théorie des cordes suggère que la gravité n'est pas une force propre à notre dimension, ou Bran, mais plutôt une force qui se disperse dans plusieurs dimensions. Ce qui diminuerait sa force au vu de sa dispersion dans des brans inconnus. Parce que, selon la théorie des cordes, seul l'électromagnétisme, la force forte et la force faible sont restreints aux 4 dimensions que nous percevons. Mais la gravité, qui est supposément directement liée aux vibrations des gravitons, n'est pas confinée. Puisque, comme on l'a dit, les gravitons seraient des cordes fermées, qui ne sont pas attachées aux brans. Les gravitons pourraient alors se propager librement dans les dimensions supplémentaires, diluant leur effet dans notre propre univers. Bon, imaginez une lampe de poche qui éclaire une pièce. Si la lumière reste concentrée sur une surface bidimensionnelle, style un mur, elle semble très brillante. Mais si la lumière se disperse dans tout l'espace tridimensionnel, son intensité diminue rapidement. De la même manière que la gravité semble faible dans notre espace tridimensionnel, parce qu'elle pourrait se disperser dans les dimensions supplémentaires. Mais si la gravité diffère selon la dimension, comment réagit l'espace-temps à notre dimension? Déjà, notre dimension est caractérisée par l'espace-temps. Alors pour rappel, l'espace-temps, c'est une étoile à 4 dimensions qui combine les 3 dimensions d'espace avec le temps. Il décrit comment tout dans l'univers est organisé et se déplace. Par exemple, une planète n'est pas simplement dans l'espace. Elle occupe une position à un moment donné dans l'espace-temps. La gravité, selon Einstein, est la courbure de cette toile par des objets massifs, un peu comme une boule qui déforme un drap tendu. Les objets suivent alors cette courbe, ce qui explique leur mouvement gravitationnel. Mais bon, revenons-en à nos cordes. Alors déjà, pour un peu plus clarifier mes propos précédents, la propagation de la gravité dans les dimensions supplémentaires dépend de la manière dont les dimensions sont structurées. Cette structuration, elle est obtenue par calculs mathématiques hyper complexes, qui vont donc établir 2 modèles différents. Mais on va commencer tranquillement par le premier modèle, le modèle de Kaluza-Klein. En fait, c'est un modèle qu'on a déjà vu, qui dit que les dimensions supplémentaires sont enroulées sur elles-mêmes, à des échelles infiniment petites, proches de la longueur de Planck, donc autour des 10 puissance moins 35 mètres. Dans ce cas-là, les gravitons se propagent dans ces dimensions cachées, mais leur effet est si infime que nous ne percevons que leur manifestation résiduelle dans notre espace observable. Le deuxième modèle obtenu est le modèle de Randall-Sundrum. Ce modèle propose que l'univers observable est une brane, une sorte de feuille flottant dans un espace à 5 dimensions. Et ce modèle, c'est celui que je trouve le plus fascinant, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, ce modèle suggère surtout que la gravité est concentrée près de notre brane, mais une partie s'échappe dans la 5e dimension. Ça expliquerait pourquoi la gravité semble faible comparée aux autres forces, tout en restant observable à grande échelle. Mais si on parle de ça, qu'est-ce que ça implique une gravité multidimensionnelle? Si la gravité peut se propager dans des dimensions supplémentaires, ça a bel et bien des implications profondes pour notre compréhension de l'univers. Alors comme on le sait déjà, la gravité joue un rôle clé dans la formation des galaxies, des étoiles et des planètes. Si elle se dissipe dans des dimensions cachées, ça pourrait directement influencer la manière dont ces structures évoluent à grande échelle. Les ondulations de l'espace-temps, donc les ondes gravitationnelles, ont aussi un rôle à jouer, et pas n'importe lequel. En fait, les ondes gravitationnelles pourraient révéler des indices sur la présence de dimensions supplémentaires. Par exemple, si une partie de l'énergie des ondes gravitationnelles s'échappe dans ces dimensions, ça pourrait tout simplement être détecté comme une perte d'énergie inexpliquée. Une possible fenêtre pour comprendre tous ces mécanismes encore mal compris. Mais une question persiste derrière, là, en suspens. Pourquoi les autres forces ne se propagent-elles pas? Pourquoi il n'y a que la gravité qui serait multidimensionnelle?
Eh bien, en réalité, les forces électromagnétiques faibles et fortes sont confinées à notre brane. C'est-à-dire qu'elles sont propres à notre univers observable. Et ça, c'est dû au fait qu'elles sont transmises par des particules spécifiques, comme les photons ou les gluons, qui ne peuvent pas quitter les 4 dimensions visibles. Par contre, et là où est la différence, les gravitons qui transportent la gravité interagissent directement avec la structure de l'espace-temps. Ils ne sont pas limités à notre brane. Mais prenons ce cas de figure. On va supposer que ces dimensions existent. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, si ces dimensions supplémentaires existent, elles pourraient permettre la formation de mini-trous noirs dans des accélérateurs de particules. Sauf que ces trous noirs microscopiques se désintégreraient rapidement. Ce qui n'empêche pas que leur observation pourrait confirmer la présence d'un espace multidimensionnel. Mais là où la propagation de la gravité est vraiment importante, c'est quand on essaie d'unifier les 4 forces fondamentales. La propagation de la gravité dans des dimensions supplémentaires pourrait être la clé pour unifier la gravité telle que décrite par la relativité générale, avec les forces quantiques, donc électromagnétiques, fortes et faibles. Et ce, pour 2 raisons. Les dimensions supplémentaires permettent de reformuler les équations de la relativité et de la mécanique quantique, dans un cadre cohérent. Et en plus, la gravité devient alors un phénomène naturel dans un espace multidimensionnel, sans nécessité de correction artificielle. Bon, je comprends que ça fasse un peu beaucoup, mais s'il faut retenir quelque chose, c'est que la faiblesse apparente de la gravité pourrait bien être une illusion, liée à la présence de dimensions supplémentaires. Si la gravité se propage dans ces dimensions cachées, elle perd de son intensité dans notre univers observable, tout en restant la force dominante à grande échelle. Cette idée, même si elle est encore théorique, ouvre des perspectives fascinantes pour comprendre non seulement la gravité, mais aussi la structure profonde de l'espace-temps, et donc quelque part de l'univers. Mais de manière plus générale cette fois-ci, qu'est-ce que la théorie des cordes pourrait impliquer? Quelles sont les réelles implications cosmologiques de la théorie des cordes? Eh bien, on va essayer de répondre à ces questions. Mais accrochez-vous parce que la réponse qu'on peut tenter d'apporter peut littéralement vous faire tomber de votre chaise, ou de votre lit si vous êtes allongé, ou de votre canapé si vous êtes assis, enfin bref, vous avez compris. Comme on a pu le voir, la théorie des cordes est l'une des approches les plus prometteuses pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Et ce, parce qu'elle propose une vision radicale de la réalité. Mais quelle vision? Alors, peut-être que la notion de brane a pu vous mettre la puce à l'oreille. Mais selon la théorie des cordes, notre univers ne serait qu'un parmi une multitude d'autres. Chacun possédant ses propres lois physiques, constantes fondamentales et structures. Bienvenue dans le multivers. Ce concept émerge directement des principes fondamentaux de la théorie des cordes, et plus spécifiquement de la manière dont les dimensions supplémentaires influencent la structure de l'univers. Mais comment en arrive-t-on à cette base de multivers? Eh bien, tout commence par la nature même des dimensions cachées prédites par la théorie des cordes. Parce que comme on a pu le voir, dans la théorie des cordes, l'univers ne se limite pas qu'aux 4 dimensions que nous percevons. Pour que les équations de la théorie fonctionnent, il est nécessaire de supposer l'existence de dimensions supplémentaires, qui sont invisibles car elles sont enroulées ou compactifiées à des échelles incroyablement petites. Ça, c'est ce qu'on a vu. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces dimensions supplémentaires ne sont pas qu'un détail mathématique. Elles influencent directement les lois fondamentales de l'univers. Leur configuration détermine les propriétés des particules, les forces fondamentales, et même la structure même de l'espace-temps. Elles peuvent être configurées de nombreuses façons différentes. Comme on l'a vu, ces configurations sont décrites mathématiquement par des objets appelés variétés de Calabi-Yau, aussi appelés les architectes du multivers. Alors on parlera du multivers dans quelques instants, mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir sur les variations de Calabi-Yau, c'est que ce sont des structures géométriques complexes qui décrivent les dimensions supplémentaires. Elles ne sont pas que ça. Elles vont aussi déterminer les propriétés des conditions fondamentales de l'univers, comme par exemple les particules fondamentales avec leur masse, leur charge ou leur interaction, ou encore les constantes, comme par exemple la vitesse de la lumière, ou même tout simplement la stabilité de l'univers. Parce que oui,
certaines configurations peuvent engendrer des univers stables, alors que d'autres pourraient donner naissance à des univers éphémères. En fait, les variétés de Calabi-Yau sont comparables à des plans architecturaux de chaque univers. Leur diversité est à l'origine de la richesse du paysage cosmologique. Mais revenons sur les configurations dimensionnelles. Chaque configuration différente de ces dimensions produit un univers distinct, avec des lois physiques uniques. Et oui, parce que c'est assez logique. On a dit que selon comment les dimensions sont enroulées, ça fait vibrer les cordes d'une certaine manière. Et si les cordes vibrent d'une certaine manière, ça leur donne une nature particulière. Et donc dans notre univers à nous, les dimensions seraient enroulées d'une telle manière à ce que les particules telles que nous les connaissons vibrent de cette manière-là. Par exemple, le photon vibre comme ça, et pas autrement, parce qu'on est dans notre univers avec ces mêmes dimensions supplémentaires enroulées de cette manière-là. Mais si ces dimensions sont enroulées de cette manière-là et pas d'une autre, eh bien, c'est parce qu'il en existe une multitude. En fait, imaginez une corbeille avec plein de papiers de différentes couleurs. On pioche un papier bleu et on se demande pourquoi il est bleu. Eh bien, la réponse à cette question, c'est de dire que dans le panier dans lequel on a pioché, il y a plein de papiers de toutes les couleurs qui existent. Donc forcément, c'est obligé qu'on tombe sur un papier d'une couleur bleue. Alors dans tous les univers qui existent, si on pioche un univers, le nôtre par exemple, eh bien c'est normal qu'on tombe dans une configuration telle qu'on la voit aujourd'hui, ou plutôt telle qu'on la voit dans cette théorie-là. Donc c'est pour ça, ça pourrait mener à une idée vertigineuse qu'il existerait un nombre gigantesque d'univers possibles, chacun correspondant à une solution différente de la théorie des cordes, menant à une infinité d'univers. Ces différentes solutions possibles des dimensions supplémentaires, c'est ce qu'on appelle le paysage de la théorie des cordes. C'est en fait une sorte de catalogue de tous les univers possibles prédits par la théorie des cordes. Parce que comme on peut s'en douter, il n'y a pas qu'une dizaine d'univers qui ont pu être répertoriés. Selon les estimations actuelles, ce paysage pourrait contenir jusqu'à 10 puissance 500 solutions différentes. Ça veut dire qu'il en existerait 10 avec 500 zéros derrière. Mais on va prendre un exemple relativement simple. Dans notre univers, il y aurait 10 puissance 80 atomes, ce qui est déjà démesurément grand. Maintenant, on va imaginer que si chaque atome dans l'univers était lui-même un univers entier avec 10 puissance 80 atomes, eh bien ça ne représenterait toujours qu'une fraction infime du paysage de la théorie des cordes. Il n'y a pas d'échelle physique ou d'échelle connue dans l'univers observable qui puisse rendre compte de ce chiffre aussi grand. Ce nombre dépasse l'entendement humain, mais il illustre bien la diversité des univers potentiellement existants. Alors à noter que chaque univers dans ce paysage peut avoir des lois physiques différentes. Par exemple, certaines forces comme la gravité pourraient être plus fortes ou plus faibles, ou certaines particules pourraient ne pas exister. De manière plus générale, le concept de paysage dans la théorie des cordes désigne l'ensemble des configurations possibles des dimensions supplémentaires. Ces configurations influencent directement les lois de la physique, les constantes fondamentales et les propriétés de chaque univers. Dans ce contexte, le multivers est une conséquence naturelle. Chaque solution mathématique de la théorie des cordes correspondrait à un univers unique. En plus de tout ça, chaque univers aurait une structure cosmologique unique. Certains univers pourraient s'effondrer rapidement après leur création, tandis que d'autres pourraient simplement se dilater et devenir extrêmement vastes. Et bien sûr, chaque univers aura ses constantes fondamentales variées. Les valeurs de ces constantes, comme la vitesse de la lumière ou les constantes gravitationnelles, pourraient être différentes, ce qui rendrait certains univers stériles ou d'autres potentiellement favorables à la vie. Le concept de multivers apporte une réponse à une question cruciale. Pourquoi notre univers a-t-il des lois physiques qui permettent l'existence de galaxies, d'étoiles ou de vie? Si le paysage de la théorie des cordes contient une infinité de solutions, il est logique de supposer que notre univers est simplement l'un des nombreux univers où les lois de la physique permettent une telle complexité. Les autres univers pourraient être totalement inhabituels, sans matière stable ou sans possibilité de former des étoiles. Ce raisonnement s'appuie sur un principe bien spécifique.
qui stipule que si on peut observer notre univers si particulier, c'est grâce au principe anthropique. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on se pose la question de notre place dans l'univers, on finit toujours par se poser cette question. Pourquoi notre univers semble-t-il si bien réglé pour permettre l'apparition de la vie? Eh bien, la réponse réside dans le principe anthropique. Cette idée, elle stipule que nous observons cet univers particulier parce qu'il est compatible avec notre existence. Autrement dit, sur toutes les solutions possibles, seules certaines configurations permettent la complexité et la vie. Et c'est dans l'un de ces univers que nous vivons. En d'autres termes, si les lois de la physique avaient été légèrement différentes, la vie telle que nous la connaissons n'aurait probablement pas été possible. Mais alors, ça veut dire qu'il peut exister différents types d'univers. Et si c'était le cas, lesquels sont-ils? Dans le cadre du multivers, les univers pourraient être très variés. On peut par exemple trouver des univers semblables aux nôtres. C'est-à-dire qu'ils auraient des lois physiques similaires ou proches, permettant alors la formation de galaxies, d'étoiles ou de planètes. On pourrait aussi tomber sur un univers parfaitement stérile. Ça peut être possible si les constantes cosmologiques ne permettent pas la formation de matière complexe, et où la gravité serait si faible que les galaxies ne pourraient pas se former. Un autre type d'univers possible serait les univers exotiques. Par exotique, j'entends qu'ils pourraient contenir des particules ou des forces que nous ne connaissons pas, ou encore des structures totalement incompréhensibles pour nous. Les variations sont directement liées à la manière dont les dimensions supplémentaires sont configurées dans chaque univers. Mais c'est pas tout. Là où l'implication du multivers est hyper intéressante, c'est dans son implication dans la philosophie, la science et la cosmologie. Et ça soulève des questions de plus en plus profondes. Déjà, ça peut nous permettre de comprendre notre propre univers. Parce qu'en étudiant les propriétés de notre univers, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur la possibilité de son existence, dans le cadre du paysage de la théorie des cordes. Et si le multivers existe, notre univers n'est qu'un parmi une infinité, né du hasard des configurations et des dimensions supplémentaires. Le multivers remet aussi en question la vision traditionnelle d'un univers unique, et suggère que notre réalité pourrait être bien plus vaste et diversifiée qu'on l'imagine. Dans une certaine mesure, il permettrait aussi de pouvoir tester les limites de la science. L'existence d'autres univers est un défi immense, parce qu'ils sont déconnectés du nôtre, et malgré ça, des indices indirects pourraient apparaître dans les propriétés de notre propre univers, comme des anomalies dans le rayonnement cosmique par exemple. Mais surtout, l'idée du multivers va permettre de tester indirectement la théorie des cordes. Même si les autres univers seraient hors de portée, des indices de leur existence pourraient se trouver dans notre propre univers. Par exemple, des signatures dans le rayonnement cosmique ou des anomalies gravitationnelles pourraient révéler des interactions avec d'autres univers. Et un point qui pourrait être intéressant quand on parle de multivers, c'est la réconciliation des lois fondamentales. Le multivers offre une manière élégante de relier la mécanique quantique qui gouverne les particules subatomiques et la relativité générale, qui décrit l'univers à grande échelle. On va prendre un exemple. Imaginez que le multivers est comme un 4 quarts. Maintenant, si vous découpez les tranches de ce gâteau, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, ce sont différents univers, ou branes, appartenant au multivers. Bon, en vrai, il faudra un 4 quarts de plusieurs centaines de kilomètres de long pour pouvoir se représenter toutes les possibilités d'univers possibles. Mais vous avez l'idée. Et maintenant, on va imaginer qu'en des points précis, deux branes, normalement parallèles, se touchent. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, en fait, c'est quand deux branes entrent en contact, elles échangent de la matière, de l'énergie et pourquoi pas même des forces. Ça peut être par ce biais que la gravité, par exemple, circule d'une brane à une autre, ou d'un univers à un autre. Ça voudra dire que la gravité n'est pas propre aux tranches de 4 quarts, mais au 4 quarts lui-même. Une autre estimation suggère que l'énergie produite lorsque deux branes ont un point de contact ne serait pas si éloignée de celle qui a été produite lors du Big Bang. Ce qui pourrait laisser penser que le Big Bang, qui est à l'origine de notre univers, ait été le résultat d'une collision entre deux univers, toujours existants à l'heure actuelle. C'est complètement fou. Mais bon, on commence à en avoir l'habitude maintenant, même si cette idée de multivers est assez alléchante, elle pose beaucoup de défis et de controverses. Et oui,
Comme on pouvait s'en douter, le concept de multivers n'est pas sans critique. Déjà, les univers parallèles sont, par définition, déconnectés du nôtre. Ça rend leur observation directe, et donc leur étude, impossible. Ce qui pose un vrai problème pour la validation scientifique. Parce que, dans la démarche scientifique de base, quand une nouvelle théorie apparaît, elle doit pouvoir être testée et potentiellement réfutée. Certains physiciens considèrent le multivers comme une hypothèse philosophique plutôt que scientifique. Mais pour l'instant, et comme on a pu l'apercevoir, le paysage de la théorie des cordes est si vaste qu'il est difficile de déterminer quelle solution correspond à notre univers. Et même si cette théorie est un jour validée, il faudra pouvoir définir plus précisément le paysage de la théorie des cordes, le restreindre ou l'étendre selon ce qu'on recherche. Parce qu'on peut quand même noter que ce paysage offre une explication possible à la diversité cosmique et au réglage précis des lois physiques de notre univers. Parce que si elle contient un nombre quasi infini de solutions, comment déterminer quelle configuration est plus probable? Comment donner un sens à notre place dans cette immensité? Ça, on ne le saura probablement jamais. Une chose dont on est quand même sûr aujourd'hui, c'est que le multivers, tel qu'on le décrit par la théorie des cordes, est une idée fascinante qui élargit considérablement notre compréhension de la réalité. Et même s'il reste un concept spéculatif, il offre une réponse potentielle à certaines des questions les plus fondamentales de la cosmologie. Si un jour des preuves indirectes venaient appuyer l'existence de ces autres univers, ça représenterait une révolution dans notre manière de voir le cosmos et notre place en son sein. Mais pourquoi on n'arrive pas à valider cette théorie? Pourquoi est-il si difficile de la tester? Comme on a pu s'en rendre compte, la théorie des cordes cherche à répondre aux plus grandes questions de la physique. Le problème, c'est qu'elle se heurte à des obstacles techniques majeurs quand il s'agit de prouver ses prédictions par des expériences. Mais si on se base sur nos capacités pratiques sur Terre, pourquoi aucune de nos expériences terrestres n'arrive à démontrer cette théorie? Eh bien, déjà parce que la théorie des cordes opère à la plus petite échelle possible, l'échelle de Planck. Alors pour rappel, cette échelle, c'est environ 10 puissance moins 35 mètres, ce qui en fait une échelle quasi inaccessible. Et à titre de comparaison, cette dimension est des milliards de fois plus petite qu'un atome. Pour pouvoir espérer la sonder, il faudrait dépenser des quantités d'énergie absolument phénoménales. Et même si le LHC, le plus grand accélérateur de particules au monde, peut atteindre une énergie colossale, il faudrait la démultiplier par 100 milliards pour espérer entrevoir l'échelle de Planck. Pour atteindre ces énergies, avec nos technologies actuelles, il faudrait un accélérateur de particules ayant une circonférence dépassant celle de la Voie lactée. En plus de cette échelle, bien loin de notre portée pour l'instant, la théorie des cordes propose une multitude de solutions. Le paysage des cordes, contenant environ 10 puissance 500 configurations possibles. Et cette richesse en possibilités rend la théorie difficile à falsifier. Parce que presque tout ce que nous observons peut, en théorie, être expliqué par une configuration particulière. Et bien sûr, elle reste extrêmement dure à vérifier sur Terre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de signaux distincts laboratoires. Contrairement à la relativité générale ou au modèle standard, la théorie des cordes n'a pas encore permis de prédire des phénomènes qui soient encore déjà expliqués par d'autres théories. Par exemple, aucune particule exotique spécifique à la théorie des cordes, comme les cordes vibrantes observables ou les particules supersymétriques, n'a encore été détectée. Et il n'y a pas que dans les labos terrestres qu'il est difficile de démontrer la théorie des cordes. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes directement dans l'astronomie et la cosmologie. Parce qu'il s'est avéré que tester la théorie des cordes à travers des observations astronomiques et cosmologiques a été beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que ça se heurte à des obstacles remettant en cause toute notre vision de l'univers. Bon, pour commencer, la théorie des cordes postule que l'univers possède 10 ou 11 dimensions. Malheureusement, c'est pas ce qu'on observe. Parce que oui, comme on le sait, il y a seulement 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps, qui sont directement observables dans notre univers. Ces dimensions sont si minuscules qu'elles n'interagissent pas directement avec la lumière ou la matière, les rendant pratiquement impossibles à détecter avec nos technologies actuelles. Mais alors, comment faire pour voir ces dimensions supplémentaires? Eh bien, on va essayer de les apercevoir de façon indirecte. Parce que si on ne les voit pas, ça veut dire qu'elles n'ont aucun impact. Et ces effets, ils pourraient se manifester dans des phénomènes cosmologiques, comme la plus vieille lumière de l'univers,
le rayonnement de fond cosmologique ou les ondes gravitationnelles. Mais malgré tout, ces effets seraient incroyablement subtils, et les observations actuelles ne permettent pas encore de les relier directement à la théorie des cordes. Et l'avantage qu'on a avec notre univers, c'est qu'il n'est pas très diversifié. On retrouve toujours les mêmes types d'astres, des étoiles, des planètes, des galaxies, mais surtout des trous noirs. Parce que oui, comme vous le savez peut-être déjà, les trous noirs sont les régions de l'univers parmi les plus intrigantes. Les trous noirs sont souvent considérés comme des laboratoires naturels, parce qu'on peut explorer les interactions entre gravité et mécanique quantique. La théorie des cordes prédit des corrections subtiles au comportement des trous noirs. Mais ces corrections sont si petites qu'elles restent pour le moment inaccessibles. Mais les questionnements ne s'arrêtent pas là, parce que si la théorie des cordes remet en cause notre vision de l'univers, et même du multivers, elle remet en cause notre propre capacité à comprendre la science. Mais bougez pas, vous allez comprendre. Les difficultés à tester la théorie des cordes soulèvent des questions fondamentales sur la définition même d'une théorie scientifique. Et c'est là que des questions fondamentales sur notre propre méthode de résolution de problèmes scientifiques commencent à apparaître. Des questions comme une théorie est-elle falsifiable? Parce que oui, une théorie scientifique doit pouvoir être validée ou réfutée par des expériences ou des observations. Et c'est l'essence même de la méthode scientifique. Or, la théorie des cordes propose tellement de solutions possibles qu'elle est presque infaillible. Et ça pose problème. Parce que si la théorie peut expliquer tout ce qu'on observe, eh bien elle ne peut pas être démontrée comme étant fausse. Et donc certains critiquent son statut en tant que théorie scientifique. On peut se poser des questions qui remettent en cause la nature de la science autour de la théorie des cordes. Est-ce qu'elle est prédictive ou interprétative? De ce que l'on sait, la relativité générale et le modèle standard ont fait des prédictions précises, comme la déviation de la lumière par la gravité, et ont été confirmées expérimentalement. Mais par contre, la théorie des cordes, faute de prédictions vérifiables, est parfois perçue comme un cadre interprétatif plutôt qu'une théorie prédictive. Mais qu'est-ce qu'elle interpréterait? La réalité? Ça, on ne le saura probablement jamais. Mais certains physiciens voient la théorie des cordes davantage comme une branche relativement sophistiquée des mathématiques, développant des concepts abstraits sans lien direct avec la réalité physique actuelle. Et malgré ces défis, plusieurs avenues prometteuses pourraient permettre de tester indirectement la théorie des cordes. Et c'est par exemple le cas des particules supersymétriques. En fait, comme on l'a vu, la théorie des cordes suppose bien l'existence de particules supersymétriques, qui n'ont pas encore été détectées. Mais si elles étaient découvertes dans un accélérateur de particules, ce serait un indice fort en faveur de la théorie. Et c'est aussi le cas pour les ondes gravitationnelles, où les observatoires comme LIGO pourraient détecter des signaux inhabituels provenant de collisions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Ces signaux pourraient en fait révéler des traces de dimensions supplémentaires. La théorie des cordes prédit aussi l'existence de cordes cosmiques, des structures hypothétiques laissées par un univers primordial. Ces cordes, même si elles sont introuvables à ce jour, pourraient laisser des signatures spécifiques dans le fond diffus cosmologique, donc la plus vieille image de l'univers, ou même aussi dans les ondes gravitationnelles primordiales. Et comme on a pu le voir, même si la théorie des cordes est encore loin d'être prouvée expérimentalement, elle reste une candidate puissante pour une théorie du tout. Ces avancées futures dépendront autant des progrès technologiques que d'un raffinement des outils théoriques pour transformer cette idée ambitieuse en une science vérifiable. Il faut pas oublier que la théorie des cordes se présente comme l'une des tentatives les plus ambitieuses et fascinantes pour unifier notre compréhension de l'univers. Mais malgré sa beauté mathématique, la théorie des cordes n'est pas sans limite. Les défis expérimentaux qu'elle pose, dus à l'échelle incroyablement petite des phénomènes qu'elle décrit, rendent sa validation directe très difficile. Et en plus de ça, l'immense paysage des solutions possibles dans cette théorie complique la tâche de sélectionner un modèle unique, correspondant à notre univers. Malgré ces obstacles, la théorie des cordes reste une source de progrès conceptuel. Elle a permis de poser les bases pour aborder les questions cruciales sur la nature de la gravité quantique, le Big Bang et l'évolution de l'univers. Elle a aussi conduit à des découvertes surprenantes, comme les liens profonds entre les différents champs de la physique et des mathématiques. Remontons alors le temps de 13,7 milliards d'années. Avant que la Terre ne se crée, avant que le Soleil ne se forme, avant la mort et la naissance de milliards d'étoiles dans l'univers,
avant la formation des premières galaxies, avant que la première lumière de notre univers soit émise, avant la formation des atomes, avant que les premières particules se lient entre elles, avant que l'inflation cosmique ait lieu. À ce moment-là, c'est l'instant zéro. Mais nous sommes arrivés à un moment dans l'univers qui est trop tôt. Il est trop petit, trop jeune, trop chaud pour qu'il puisse être compris. Sa petitesse et sa masse extrêmement élevée nous empêchent de le décrire. Vous serez peut-être d'accord avec moi, la plupart du temps, plus un objet est petit, plus il est léger. Et bien là, c'est l'inverse, puisqu'on arrive à quelque chose de très petit, mais d'extrêmement massif. Donc, quand on tente de retranscrire mathématiquement ce moment, on arrive à des résultats qui n'ont plus aucun sens, où toutes les quantités mathématiques divergent. Tout se chamboule et rien n'est cohérent. C'est ce problème que va résoudre la théorie des cordes, mais on y reviendra tout à l'heure. La période qu'on ne comprend pas correspond à l'ère de Planck. Il s'agit de la période comprise entre l'instant zéro, donc le tout début de notre univers, et 10 puissance moins 43 secondes après cet instant zéro. Pendant cette fraction de nanoseconde, il s'est sûrement produit quelque chose d'incroyable et d'extrêmement important qui fait que nous sommes là aujourd'hui, mais impossible de savoir quoi. Mais alors, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi on ne parvient pas à comprendre ce qu'il s'est passé pendant cette période ? À ce moment-là, la physique et les mathématiques ne sont plus en mesure de décrire l'univers à cet instant. Pourtant, elles ont bien réussi à raconter toute l'histoire de l'univers et à le comprendre. Mais sauf que tout semble bloqué en ce point-là. Pourquoi ? À cette période de l'univers, tout était lié comme dans une soupe cosmique bouillante. On dénombre 4 forces fondamentales dans la vie de tous les jours et dans notre univers. La première, c'est la gravitation, la plus faible des 4 forces. Celle qui fait qu'on peut rester sur Terre puisque notre planète nous attire. C'est pour ça qu'on tourne autour du Soleil ou même que le Soleil tourne autour du centre galactique. La deuxième force, c'est l'électromagnétisme. C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'électricité et au magnétisme. C'est cette force qui fait que nos micro-ondes chauffent nos aliments, que les ampoules de ton salon illuminent ta pièce, que tous tes appareils électriques fonctionnent ou que les boussoles indiquent le nord. La troisième force, qui est un peu moins connue mais pourtant la plus forte, c'est l'interaction forte. Cette force, elle existe dans le monde du très petit. Quand on zoome beaucoup sur un objet, on va commencer par voir les molécules qu'il compose. En zoomant encore plus sur l'une de ces molécules, on va voir qu'elle est composée d'atomes. Au centre d'un atome, on va avoir des protons et des neutrons qui forment le noyau. Puis on va avoir des électrons qui forment comme un nuage autour de ce noyau. Mais étrangement, les protons et les neutrons du noyau atomique sont extrêmement collés. Et s'ils le sont, c'est grâce à l'interaction forte. Elle agit en fait comme une sorte de glue qui va coller les protons et les neutrons entre eux pour former le noyau atomique. Et si on parvient artificiellement à libérer cette interaction forte en brisant l'emprise de la glue, alors, boum. Ça crée la bombe atomique qu'on a connue le 6 et le 9 août 1945. Enfin, la dernière force, c'est l'interaction faible. C'est à elle qu'on doit la radioactivité, donc le fait qu'un noyau atomique puisse se désintégrer et se convertir en un autre type de noyau. Alors voilà, avant les 10 puissance moins 43 secondes qui ont suivi cet instant zéro, toutes ces forces étaient réunies en un même point pour former une seule et unique force au milieu d'une soupe d'énergie et de forces cosmiques. Gravitation, électromagnétisme, interaction faible et interaction forte. Vous allez sûrement me dire, oui, et alors ? Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi même en sachant ça, on ne parvient pas à comprendre cette période ? Et bien en fait, c'est de là dont vient tout le problème. À l'heure actuelle, on peut décrire notre univers par 2 piliers fondamentaux que je vais développer juste après. Mais ces 2 piliers-là sont incompatibles. L'univers ne peut pas être décrit par ces 2 théories fondamentales en même temps. Ça serait comme avoir 2 codes de la route qui sont contradictoires. Dans l'un de ces codes, le feu vert permet aux voitures de passer, et dans l'autre, c'est l'inverse. Ça mènerait à des accidents, des embouteillages, enfin, il n'y aurait plus aucun sens. Et bah là c'est pareil, on peut pas comprendre cet instant parce qu'il faudrait le décrire par ces 2 théories en même temps. Sauf qu'elles sont incompatibles. C'est pour ça qu'on va dire que l'instant zéro est représentatif de la singularité initiale. Un point qui ne peut être défini mathématiquement. Un endroit où les mathématiques et la physique s'effondrent. Un endroit où plus rien n'a de sens, où plus rien n'est cohérent. C'est pour cette raison que depuis moins d'un demi-siècle, on a pensé à la théorie des cordes. C'est une théorie révolutionnaire qu'on a mis au point dans les années 1960. Elle permet en fait de lier ces 2 piliers fondamentaux et de décrire notre univers que d'une seule manière. On peut alors comprendre une très grande partie des phénomènes pour leur inexpliquer avec cette théorie, où plus rien n'est faux. C'est maintenant qu'on va parler de la théorie des cordes.
comment on en est venu à cette théorie? D'abord, il faut comprendre quels sont ces deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est la théorie de la relativité générale. Concrètement, en 1687, Newton publie sa loi de la gravitation universelle. Il décrit la gravitation comme une force qui explique que la Terre est attirée par le Soleil et qu'elle tourne autour de lui. Mais jusqu'alors, pendant tout ce temps, on ne savait pas comment cette force gravitationnelle agissait réellement et on ne connaissait pas sa véritable nature. Alors en 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale. Et elle va complètement bouleverser notre compréhension de l'univers. Pour la première fois, on sait comment agit la gravité. Einstein ne va pas juste dire que la gravité est une force, il va faire mieux que ça. Plus globalement, il va dire que tout notre univers se situe dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Un espace-temps avec donc 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Alors ce principe d'espace-temps peut être assez complexe, mais en réalité c'est très simple. Les dimensions d'espace, on les voit dans la vie de tous les jours. Typiquement, c'est ce qui fait que tu vois la vie en 3D et non en 2D comme à la télé par exemple. Donc la relativité générale va nous permettre de comprendre l'univers dans son ensemble, mais aussi de comprendre comment la force gravitationnelle agit sur n'importe quel objet. Mais en parallèle de cette découverte majeure, il régnait encore des mystères. Ces mystères se trouvaient dans le monde des molécules et des atomes. Ainsi, dans les années 1920, deux jeunes physiciens, Heisenberg et Schrödinger, s'intéressent au comportement des électrons dans les atomes. Et de par les découvertes qu'ils faisaient, ils jettent les bases de ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et c'est vers les années 1950 qu'on commence réellement à s'intéresser aux forces. À cette époque, on connaissait donc déjà la force gravitationnelle et la force électromagnétique. Mais c'est en étudiant les atomes qu'on découvre deux autres forces. L'interaction forte, puis enfin, l'interaction faible. On va même aussi découvrir que la force électromagnétique joue un rôle dans l'infiniment petit et on va même la lier à l'interaction faible, mais ça c'est autre chose. Finalement, les bases de la mécanique quantique sont déjà bien solides. À tel point qu'on crée le modèle standard de la physique des particules. Le modèle standard, c'est une théorie qui se base sur une très grande équation dans le but de décrire notre univers en entier. Pour ça, il regroupe toutes les particules existantes et 3 des forces fondamentales. Donc en gros, dans cette théorie, il y a les particules de matière, donc les fermions, donc tout ce qui est quarks, électrons, etc. Et de l'autre côté, toutes les particules qui représentent les forces. On les appelle les bosons, et il y a par exemple la particule du photon, qui est la particule de lumière, qui représente l'interaction électromagnétique. La théorie du modèle standard va donc affirmer qu'au tout début de notre univers, donc à ses premiers instants où l'univers tend vers l'infiniment petit, toutes ces forces étaient noyées et liées entre elles. Elles étaient indissociables et avec le Big Bang, elles se sont toutes séparées, ce qui aura finalement donné notre univers. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande unification, là où toutes les forces étaient unies. À ce moment-là, c'est une grande révolution dans le monde des sciences, puisqu'on a réussi à lier 3 des 4 forces, et je le rappelle, le but, l'objectif principal en théorique physique, c'est de lier toutes les forces entre elles. Si on arrive à lier toutes ces forces, alors on comprend notre univers. Mais il y a un gros problème. Avec la théorie du modèle standard, il manque quelque chose de très important. Il manque la force de gravitation. Mais comment c'est possible? Comment les scientifiques ont-ils pu oublier de l'ajouter à la théorie du modèle standard? Et bien en fait, ils l'ont pas oublié. La force de gravitation est incompatible avec la mécanique quantique. Et dans le monde de l'infiniment petit, on ne retrouve aucune force qui s'apparente être la force gravitationnelle. Mais c'est logique, puisque plus les objets sont petits, plus ils sont légers. Alors qu'en relativité générale, plus un objet est massif, plus la force de gravitation est importante. C'est pour cette raison qu'on ne retrouve pas cette force dans le monde de l'infiniment petit. Sauf pour 2 cas, les trous noirs et le Big Bang. Donc là, vous commencez peut-être à entrevoir le bout du tunnel. On a d'un côté la relativité générale qui décrit très bien la force de gravitation et l'univers à notre échelle et à l'échelle cosmologique. Et de l'autre côté, on a la mécanique quantique qui le décrit aussi très bien et qui admet la théorie du modèle standard, donc l'union des 3 forces fondamentales restantes à l'échelle microscopique. C'est justement là où est le problème. Au moment du Big Bang, la densité d'énergie et de matière était extrêmement élevée, ce qui fait que la gravité était aussi très élevée. Donc quand on pense à gravité, on pense directement à relativité générale qui décrit très bien cette force. Alors on pourrait s'en servir pour décrire les premiers instants de l'univers. Mais il y a un souci, c'est que le début de notre univers concerne une échelle de taille très petite. Et quand il s'agit de ça, faut utiliser la mécanique quantique puisqu'il y a des effets qu'on peut pas ignorer. Et si on n'utilise pas la mécanique quantique, c'est comme accepter des erreurs dans nos calculs. Mais pareil, si on n'utilise pas la relativité générale, c'est comme accepter d'autres erreurs dans nos calculs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces 2 piliers sont incompatibles, on ne peut pas les utiliser en même temps pour décrire les premiers instants de l'univers. C'est pour cette raison qu'avant les 10 puissance moins 43 secondes ayant suivi le commencement,
Nos lois de la physique sont totalement incohérentes et tout devient absurde. L'objectif, ça serait donc d'inclure la relativité générale à la mécanique quantique. En d'autres termes, lier l'interaction gravitationnelle aux autres forces. Ça nous permettrait donc d'avoir une théorie qui peut tout décrire. Le commencement de notre univers, son évolution et les trous noirs. On aurait donc une théorie qui décrit tous les phénomènes physiques, aussi bien quantiques que gravitationnels. C'est donc une théorie du tout. Et c'est pour cette raison qu'on a la théorie des cordes. Voilà donc une des solutions pour unifier ces deux piliers. C'est la théorie des cordes. Vous allez voir, cette théorie paraît un peu bancale et assez complexe à comprendre, mais j'ai essayé de faire au mieux. Mais malheureusement, au départ, la théorie des cordes n'est pas prise au sérieux. Susskind a tenté de publier son article sur cette théorie, mais on lui a refusé tout simplement parce qu'elle n'était pas du tout intéressante. À cette époque, les physiciens sont persuadés que les particules sont encore des points ou des billes, et pas du tout des cordes. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a théorisé le modèle standard. Vous savez, la théorie qui décrit comment 3 des 4 forces étaient unies au moment du Big Bang. Et justement, il manquait une théorie capable d'ajouter la force de gravitation avec les autres forces. C'est dans cette démarche qu'on détermine aussi mathématiquement, donc à l'aide de calculs, la potentielle existence d'une nouvelle particule. Cette particule est très intéressante puisqu'il s'agit du graviton. En gros, la particule responsable de la force gravitationnelle. La théorie des cordes conçoit mathématiquement que les 4 forces fondamentales peuvent coexister ensemble dans une seule et même théorie. Mais à ce moment-là, la théorie des cordes est toujours incomplète et personne ne veut vraiment s'y intéresser. Seulement, on sait maintenant que la force gravitationnelle peut être liée aux autres forces. Et ça, on l'a découvert grâce aux mathématiques. Si A égale A et que B égale B, alors le graviton existe, et c'est exactement ce qu'il y a eu. On a alors une particule qui est attribuée à chaque force. L'électromagnétisme est représenté par le photon, l'interaction forte par le gluon, l'interaction faible par les bosons W et Z, et maintenant la force gravitationnelle par le graviton. Sauf que, il y a un problème. Les mathématiques deviennent de plus en plus complexes et les théoriciens trouvent des résultats qui sont incohérents. Par exemple, pour que la théorie des cordes soit exacte, il faut admettre l'existence d'une nouvelle particule, le tachyon. Bon, jusque-là rien d'anormal, mais cette particule est censée pouvoir aller plus vite que la lumière au repos. Or, rien ne va plus vite que la lumière. Donc là, c'est totalement incohérent. En plus de ça, la théorie des cordes va nécessiter l'existence de 26 dimensions. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre univers a 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Mais pour que cette théorie subsiste, il faut admettre l'existence donc de 22 dimensions supplémentaires. Alors on va d'abord supposer que ces dimensions sont cachées d'une manière inconnue et qu'on ne peut pas les percevoir. Mais donc c'est ça le problème, si on veut admettre que la théorie des cordes est possible, il faut admettre ces incohérences-là. Mais justement, on va y revenir tout à l'heure, pour le moment, on va parler des cordes. Il y a toujours ces problèmes avec l'existence du tachyon qui va plus vite que la lumière, ou même le fait qu'il faille 26 dimensions. Eh bien, il faut savoir que dans les années 1970, on théorise l'existence d'une supersymétrie. La supersymétrie, ou SUSY, dit que pour chaque particule de matière, qu'on appelle un fermion, il existe une particule de force qui est liée, qu'on appelle un boson, et inversement. Ensemble, ils forment donc des superpartenaires. En gros, imaginons pour le photon qui est responsable de la force électromagnétique, il existe son superpartenaire, une particule de matière qu'on appelle le photino. Pour les quarks, qui sont des particules de matière, il existe des superpartenaires qu'on appelle les squarks. Pour l'instant, on n'a aucune preuve de l'existence de cette supersymétrie, mais mathématiquement elle est possible et elle résout plein de problèmes. En introduisant la supersymétrie à la théorie des cordes, on résout 2 gros problèmes. D'abord, étrangement, le tachyon n'a pas de superpartenaire, alors que tous les autres en ont un. Alors ça signifie tout simplement que le tachyon n'existe pas. Et tant mieux parce qu'il était incohérent. En introduisant la supersymétrie, la théorie des cordes devient beaucoup plus stable et ne nécessite plus l'existence de 26 dimensions, mais de maintenant plus que 10. C'est comme ça donc que la théorie des cordes va devenir la théorie des supercordes. Donc pour résumer, on a une théorie qui tient la route. De plus en plus de personnes commencent à s'y intéresser, elle regroupe toutes les forces fondamentales entre elles sur une même équation et elle admet 10 dimensions. Avec le temps et au vu du nombre de physiciens et de mathématiciens qui se sont penchés sur le sujet, on est parvenu à trouver 5 théories des cordes légèrement différentes qui sont toutes valables. Entre 1980 et 1994, on se retrouve donc avec 5 théories des cordes. La première, c'est celle de type 1. Elle possède des cordes fermées et aussi des cordes ouvertes. C'est la première à avoir été élaborée. La deuxième, c'est la théorie des cordes de type 2A. Elle évolue aussi dans 10 dimensions comme la première, sauf qu'elle ne possède que des cordes fermées.
La troisième, c'est la théorie de type 2B. C'est exactement comme la type 2A, sauf qu'elle a des symétries et des caractéristiques légèrement différentes. La quatrième, c'est la théorie des cordes de type HO. Elle a été proposée en 1985 et elle ne possède aussi que des cordes fermées. Et la cinquième, c'est la type HE, qui est équivalente à la théorie de type HO, mais avec quelques différences. Bon, en gros, cette théorie veulent toutes dire la même chose. C'est juste qu'il y a des différences entre le mode vibratoire de certaines particules ou des symétries entre les particules. Mais en soi, toutes ces théories veulent dire la même chose. C'est comme s'il y avait 5 manières différentes de présenter la théorie des cordes. On se retrouve donc dans les années 1990 avec cette théorie, la théorie des supercordes et plus particulièrement la théorie M. À cette époque, on est en très bonne voie de trouver la théorie du tout. C'est la théorie qui décrirait tout notre univers en une seule équation. C'est grâce à elle notamment qu'on pourrait comprendre même les trous noirs. Parce que oui, les trous noirs sont des objets indescriptibles. Il s'agit de trous dans l'espace-temps. Des zones où la densité de matière est si dense en un point si petit que la gravité est extrêmement forte. Tellement forte même qu'elle ne laisse même pas la lumière s'en échapper. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal à décrire les trous noirs. On ne sait pas ce qu'ils cachent ni vers où ils mènent, et la théorie des cordes pourrait bien nous proposer des solutions. On pourrait comprendre ce que devient réellement la matière une fois qu'elle entre dans un trou noir et où elle va. On pourrait d'ailleurs émettre l'hypothèse des trous de verre en théorie des cordes. Par exemple, un trou noir pourrait être un trou de verre qui est connecté avec une autre brane grâce à une corde. En gros, en entrant dans un trou noir, vous passeriez par une corde qui vous mènerait vers une autre brane, donc un autre univers. Ou alors peut-être que la corde est reliée avec un autre endroit de l'univers. Cette corde pourrait agir comme un tunnel entre deux endroits. Mais en réalité, pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, ils ne sont possibles que mathématiquement. Mais voilà, cette théorie qui a beau être super élégante, on n'a malheureusement encore aujourd'hui aucune preuve de son existence. On sait qu'elle est viable, mais que par des formules mathématiques. Et les mathématiques ne font pas tout. Parmi les résultats qu'on espère obtenir pendant les expériences sur la théorie des cordes, ce serait de découvrir le graviton. Parce que jusqu'à l'heure, ce ne sont que des particules hypothétiques. En faisant entrer en collision des particules, les scientifiques espèrent identifier des gravitons pendant la collision. On pourrait même espérer identifier des traces de particules qui sont admises par la supersymétrie. Par exemple, si on découvre des squarks qui sont les super partenaires des quarks, on aura fait un grand pas en avant. Mais malheureusement jusqu'à l'heure, aucune expérience n'a porté ses fruits. C'est quoi alors le problème pour le moment? Eh bien tout simplement notre technologie. Pour faire les expériences, on a besoin de quantités d'énergie qui sont énormissimes. Et faut pas oublier qu'on essaie d'identifier des particules qui sont extrêmement petites. On est au stade de l'échelle de Planck, donc la plus petite longueur possible qui a un sens physique. On est encore assez loin d'avoir la technologie nécessaire nous permettant d'expérimenter pleinement la théorie des cordes et espérer avoir des résultats. La question aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on en est dans nos recherches et qu'est-ce qu'en pensent les scientifiques à l'heure actuelle. Depuis très longtemps, on fait des recherches sur cette théorie, mais la plupart des prédictions qui sont faites ne sont pas encore vérifiables avec notre technologie. La théorie est trop en avance sur notre temps. Les chercheurs se sont même demandé s'ils ne se trouvaient pas dans un cul-de-sac coincé par la technologie. La théorie des cordes est clairement une beauté mathématique. Elle décrit parfaitement notre univers et prédit des quantités mathématiques infinies. Beaucoup de scientifiques la trouvent irréaliste et critiquent ceux qui continuent de s'acharner dessus. Ils trouvent que ça ne sert à rien puisque cette théorie décrit ce qui se trouve au-delà de la 4e dimension, seulement pour trouver une explication à l'unification des 4 forces du début de notre univers. Alors oui, si la théorie des cordes est prouvée, ce serait une véritable révolution dans le monde des sciences. Mais à l'heure actuelle, on peut se demander si cette théorie n'est pas trop irréaliste. Les mathématiques peuvent très bien décrire des choses qui dépassent l'entendement et la réalité physique des choses. Les scientifiques qui travaillent sur cette théorie et qui y croient aiment répondre que le futur prouvera que cette théorie est vraie. Mais est-ce que nous ne devrions pas au contraire chercher ailleurs? Par exemple, dans la théorie de la gravité quantique à boucle. Depuis la célèbre pomme de Newton jusqu'aux ondes gravitationnelles détectées par des détecteurs surpuissants comme LIGO ou Virgo, la gravité a été au cœur des plus grandes révolutions scientifiques de notre époque. Elle est partout, et elle nous le rappelle à chaque fois qu'on trébuche ou qu'un objet tombe. Le poids de votre corps est lié à cette force. C'est à cause, ou grâce à elle, que les trous noirs existent. Pourtant, même si on a l'impression de la comprendre plus ou moins parfaitement, elle reste l'une des énigmes les plus importantes de la physique. La gravité est une force fondamentale de la nature. Elle attire les objets ayant une masse ou une énergie, les uns vers les autres. C'est grâce à la gravité que les pommes tombent des arbres. Parce que ces pommes, peu massives, sont attirées par la Terre, qui elle est très massive. Mais quand on dézoome, la Terre peu massive est attirée par notre Soleil,
qui lui est très massif. Notre planète est poussée à une telle vitesse qu'elle en vient à ne jamais tomber directement vers le Soleil. C'est parce qu'elle va à cette vitesse que nous ne plongeons pas directement dans cette boule de plasma. Si par contre, d'un coup, elle ralentissait, alors elle finirait par se rapprocher petit à petit de notre Soleil et se réchaufferait. En gros, notre planète est en chute libre constante vers le Soleil, mais sa vitesse lui permet de lui tourner autour. C'est la gravité qui est aussi responsable de la cohérence dans la structure des galaxies. Donc le fait que les étoiles, même très lointaines, tournent autour de ce centre commun qu'on a tous, le centre de notre galaxie. Mais alors, d'où est-ce que vient cette force? D'où est-ce qu'elle sort? Bon, et bien ça, on va le voir juste après. Mais avant, il faut comprendre l'importance de la gravité. Les étoiles et les planètes existent grâce à elle. Dans les débuts de l'univers, la gravité a permis aux nuages de gaz d'hydrogène et d'hélium de s'effondrer sur eux-mêmes. C'est comme ça que les premières étoiles se sont formées. De la poussière et du gaz se sont ensuite agglomérés autour de ces jeunes étoiles, à peine naissantes, formant alors un disque chaud et chaotique pendant des centaines, des milliers, des millions d'années. Mais peu après, la température diminuant et les roches se formant, de petites boules de matière se sont formées et ont grossi sous l'effet de la gravité. La matière attirant la matière, c'est ainsi que les planètes se sont créées. Elles ont stabilisé leur vitesse autour des étoiles et se sont mises à orbiter autour d'elles, pendant des millions, des milliards d'années. Vitesse et gravité se compensent alors et créent l'orbite. Si la gravité était plus forte, la planète tomberait en spirale vers l'étoile. Et dans le cas où la vitesse serait plus élevée, la planète s'échapperait dans l'espace. Elle serait perdue dans l'immensité cosmique jusqu'à ce qu'une étoile puisse compenser sa vitesse et la prendre dans son orbite. C'est un peu comme si vous faisiez tourner une balle attachée à une corde autour de votre tête. La gravité, c'est comme la tension dans cette corde, qui maintient la balle en rotation. Et la vitesse de la balle est ce qui l'empêche de vous tomber dessus. Tant que la force de la corde et la vitesse de la balle sont bien équilibrées, elle continuera de tourner, sans s'éloigner ni revenir vers vous. Mais ce n'est pas qu'ici qu'on observe les effets de la gravité. On le voit aussi dans l'univers à grande échelle, dans les amas de galaxies. Les galaxies regroupent des milliards d'étoiles grâce à la gravité, qui agit comme une immense force de cohésion. Et les amas de galaxies regroupant donc des centaines ou milliers de galaxies, qui sont aussi maintenues ensemble par la gravité. En fait, tout notre univers est régi par cette force fondamentale. Et ce, depuis toujours. Après le Big Bang, c'est la gravité qui a permis la formation de toutes les structures cosmiques que nous voyons aujourd'hui. Tout a commencé avec ce gaz qui était présent au début de l'univers, partout. Dans ce nuage de gaz gigantesque qui ne faisait que grandir, il y avait des zones plus ou moins denses par rapport à d'autres. Ces zones denses ont alors attiré plus de matière au détriment des zones moins denses. C'est comme ça que sont nées les premières étoiles et les premières galaxies. Puis au fil du temps, les premiers amas de galaxies. Pourtant, cette force assez puissante pour créer des mondes et gouverner notre univers est la force fondamentale la plus faible. Parce que la gravité peut sembler extrêmement puissante à notre échelle. Après tout, elle nous maintient au sol, empêche les objets de flotter et permet aux montagnes de rester debout. Mais dans le monde des forces fondamentales, la gravité est en réalité très faible. C'est la moins puissante de toutes. Alors pour vous donner un exemple qui pourrait vous surprendre, une simple petite barre magnétique suffirait pour contrer toute la gravité de la Terre, lorsqu'elle attire un simple trombone. Et ça, c'est l'électromagnétisme. Pourtant, avec sa portée gigantesque, la gravité domine à l'échelle cosmique. Elle s'étend sur des milliards d'années-lumière et structure tout l'univers visible. Donc, s'il vous faut retenir quelque chose concernant la gravité, c'est son rôle vital dans l'univers. La gravité en fait, c'est même plus que ça. C'est l'architecte de l'univers. Les autres forces fondamentales, ce sont l'électromagnétisme, l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte. Mais ce qui la distingue, c'est sa portée presque infinie et son influence universelle. Elle agit sur tout ce qui possède une masse ou une énergie, du plus petit grain de poussière au gigantesque amas de galaxies. Mais ça va même encore plus loin. Parce qu'étudier la gravité, c'est comprendre la colonne vertébrale de l'univers. Alors tout à l'heure, je vous avais dit que c'était un peu sensible de définir la gravité comme une force. Mais c'est pas totalement faux. Mais alors, pourquoi? Bon, ce qui va nous permettre de mieux la comprendre, c'est la relativité générale. On est en 1915, ça fait un an que la Première Guerre mondiale a commencé. Et Einstein révolutionne catégoriquement notre manière de comprendre et d'expliquer la gravité. Il révolutionne aussi notre positionnement sur le temps, en nous disant qu'il n'est pas vraiment ce qu'il est. Avant lui, on se basait essentiellement sur la vision de Newton qui expliquait la gravité comme une force. Mais Einstein est allé plus loin, en disant qu'elle était le résultat de courbures dans l'espace-temps. Les objets massifs créent des trous dans l'espace-temps. Et plus un objet est massif,
plus ils se courbent. Et les autres objets qui sont eux moins massifs n'ont pas la possibilité de créer des trous aussi importants. Ils sont alors contraints de suivre les courbures déjà créées, donnant alors l'impression qu'ils sont attirés par l'objet en question. Cette théorie n'est plus une simple théorie depuis longtemps. Elle a été confirmée par des observations comme par exemple la courbure de la lumière autour du Soleil, ou encore la découverte des ondes gravitationnelles. La relativité générale est aujourd'hui indispensable pour expliquer des phénomènes comme les trous noirs, ou même l'expansion accélérée de l'univers, et même les systèmes GPS qui corrigent les effets gravitationnels sur le temps pour rester précis. Sauf qu'on a un problème avec la gravité expliquée par la relativité générale. Un problème fondamental qui apparaît lorsqu'on la confronte au monde du très petit. Parce que, aussi fou que ça puisse paraître, la gravité et la mécanique quantique ne sont pas associables. Bon, en fait, on définit la gravité comme une théorie continue, avec un espace-temps lisse et continu qui se déforme sous l'effet de la masse des objets qui y sont disposés. Par contre, la mécanique quantique, c'est différent. Dans ce monde-là, les particules interagissent via des quantas d'énergie, c'est-à-dire que chaque interaction est liée à une particule en particulier. Il y a donc des particules d'énergie et tout fonctionne avec ces particules, mais excepté la gravité, qui elle, n'a pas de particules liées. Et autre aspect, vous connaissez sûrement les trous noirs. Eh bien, au cœur des trous noirs, la relativité générale prévoit des singularités infinies, ce qui est complètement incompatible avec les principes de la mécanique quantique. C'est absurde, une zone de densité infinie ne peut pas exister en mécanique quantique. En réalité, quand on étudie la gravité, on cherche une théorie unificatrice, souvent appelée la théorie du tout, qui pourrait donc concilier ces deux visions. Alors pour ça, il y a la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle, ce sont deux approches prometteuses pour résoudre ce puzzle. Et même si la relativité générale permet de comprendre le principe de la gravité, elle n'explique pas tout, parce qu'encore aujourd'hui, cette force recèle encore des mystères. Par exemple, on ne sait toujours rien de l'origine et la nature de la gravité. Pourquoi il existe une force telle que la gravité? Ça, on ne le saura pas tant qu'on ne maîtrisera pas sa véritable nature, à toutes les échelles. En réalité, la gravité est un des moyens de répondre à de nombreuses questions fondamentales de l'astrophysique moderne. Par exemple, elle permettra de répondre à sa propre faiblesse, ou même d'enfin pouvoir correctement comprendre les trous noirs, ces régions où la gravité atteint des intensités inimaginables, déformant l'espace et le temps. Elle pourrait aussi expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Parce que oui, si vous ne le savez pas encore, l'univers s'étend de plus en plus vite. Et on sait que cette vitesse s'accélère grâce à l'énergie noire. Donc en étudiant la gravité, peut-être qu'on pourra trouver la relation entre la gravité et l'énergie noire. Elle pourrait aussi étudier les ondes gravitationnelles. Il s'agit là de vibrations dans l'espace-temps, comme des vagues dans un lac ou la propagation du son d'une timbale. Ces vibrations de l'espace-temps nous permettent de voir des événements invisibles, comme la fusion des trous noirs. Et chaque nouvelle découverte sur la gravité enrichit notre compréhension de l'univers et ouvre la voie à des théories unificatrices. L'étude de la gravité peut apporter aussi beaucoup d'applications technologiques, parce que les recherches sur la gravité ont des impacts concrets, comme les GPS, l'exploration spatiale ou même les prévisions climatiques. Comprendre la gravité, c'est répondre aux grandes questions sur notre origine et notre place dans le cosmos. Alors on a tenté de la comprendre depuis l'Antiquité. À ce moment-là, les philosophes cherchaient à expliquer pourquoi les objets tombent et comment le monde fonctionne. Ces idées, même si elles sont erronées d'un point de vue moderne, ont posé les bases de la pensée scientifique. Aristote, l'un des plus influents philosophes grecs, pensait que chaque objet, dans l'univers, cherchait son lieu naturel. En fait, il disait que les objets lourds comme une pierre tombaient vers le sol parce que leur lieu naturel était la terre. A l'inverse, les objets légers comme la fumée ou les bulles d'air s'élevaient vers le ciel. Aristote les considérait comme une sphère parfaite et immuable. Selon lui, chaque élément, donc la terre, l'eau, l'air et le feu, avait un mouvement propre en fonction de sa nature. Il pensait aussi que les objets tombaient plus vite s'ils étaient plus lourds, parce que leur nature les poussait avec plus d'intensité vers la terre. Mais il n'a jamais testé ces hypothèses. Pendant 2000 ans, on a pensé ça. On se limitait à cette base de connaissances-là et on l'enseignait aux enfants. C'est alors qu'on dut attendre l'arrivée de Nicolas Copernic au XVIe siècle, qui propose un modèle expliquant que la Terre n'était pas au centre de l'univers, et plutôt que la Terre tournait autour du Soleil. Cette idée est une petite révolution, et elle a permis à Galilée d'y apporter une approche expérimentale à cette explication. Elle a aussi permis de corriger de nombreuses idées fausses héritées d'Aristote. Par exemple, ses travaux incluent que les objets tombent à la même vitesse. Alors vous allez le comprendre avec ces expériences très connues. Par exemple, ces travaux incluent des objets qui tombent à la même vitesse.
Alors vous allez comprendre avec une de ses expériences très connues. Galilée a montré que dans un vide parfait, c'est-à-dire sans air pour ralentir les objets, une plume et une boule de plomb toucheraient le sol simultanément. Cette observation contredisait directement Aristote qui pensait que les objets plus lourds tombaient plus vite. Parti de ce principe, il a alors développé le principe d'inertie. En fait, pour faire très simple, il dit que sans frottement ou résistance, un objet en mouvement continuerait à se déplacer indéfiniment à une vitesse constante. Donc s'il n'y a rien qui empêche le déplacement d'un objet, comme le vent par exemple, il pourrait continuer à avancer indéfiniment, à une vitesse précise. Il a aussi permis de mieux comprendre les lois du mouvement. Par exemple, en étudiant des objets sur des plans inclinés, Galilée a découvert que la vitesse d'un objet en chute libre augmentait régulièrement, avec le temps. Sans s'en rendre compte, il venait de comprendre la notion d'accélération. Mais c'est pas tout. Poussé par sa curiosité, Galilée a également observé les lunes de Jupiter à l'aide de son télescope, prouvant alors que tous les objets célestes ne tournaient pas autour de la Terre. Ces découvertes ont semé les graines d'une révolution scientifique. Bon, là on a quand même une base scientifique beaucoup plus intéressante. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Eh bien, on va s'intéresser maintenant au père de la gravité classique, Newton. Au XVIIe siècle, Isaac Newton a unifié les lois terrestres et célestes grâce à sa théorie de la gravitation universelle. Il a été inspiré par les travaux de Kepler sur les orbites planétaires et les lois de Galilée. Et avec tout ça, il a introduit une formule mathématique qui décrivait avec précision la gravité, où F est la force gravitationnelle entre deux objets, G est la constante gravitationnelle, M1 et M2 sont les masses des deux objets, et R est la distance entre les deux. Cette équation explique que la gravité est une force attractive, qui agit entre tous les objets dotés d'une masse. Plus la masse est grande, plus la gravité est forte, et plus la distance est grande, plus la gravité diminue rapidement. Newton a aussi introduit l'idée révolutionnaire que la gravité agit à distance, sans contact direct entre les objets. En réalité, la même force qui fait tomber une pomme sur Terre gouverne les mouvements des planètes autour du Soleil. C'est à ce moment-là que la science a véritablement commencé à changer, parce que sa loi a permis de calculer et de visualiser énormément de choses, comme les trajectoires des planètes, les comètes ou même les satellites. Mais ce n'est pas tout. Sa loi expliquait aussi le phénomène des marées dû à l'attraction gravitationnelle de la Lune sur les océans. Mais pour la première fois, le ciel et la Terre étaient régis par les mêmes lois. Mais là où les travaux de Newton nous ont permis de mieux comprendre le monde par des démonstrations physiques, un autre grand homme a démontré la gravité par démonstration mathématique. Et je pense que vous savez de qui je vais parler maintenant, un des plus grands scientifiques connus, Einstein. Parce qu'au début du XXe siècle, les limites de la gravité de Newton sont plutôt devenues évidentes. Il ne pouvait pas expliquer certains phénomènes, comme la précession de l'orbite de Mercure ou l'influence de la gravité de la lumière. Parce que oui, Mercure avait une orbite assez étrange autour du Soleil, mais qu'on ne parvenait pas à expliquer. En fait, cette planète, comme vous le savez, est très proche du Soleil. Et donc, elle subit une gravité très intense de la part du Soleil, en plus d'avoir une orbite très elliptique. Donc en fait, quand elle tourne autour du Soleil, ça ne fait pas un cercle, mais plutôt un ovale. Et on remarquait que Mercure bougeait de place à chaque fois qu'elle accomplissait un tour autour du Soleil. Son point au plus proche du Soleil ne se trouvait pas toujours au même endroit à chaque révolution. Et les astronomes avaient réussi à prédire la position de Mercure dans le futur grâce aux calculs de Newton. Sauf que problème, il y avait un décalage entre ce qu'ils observaient et les calculs, de quelques degrés de position dans le ciel. C'est là qu'on comprenait que les lois de Newton étaient incomplètes pour décrire la gravité. Il manquait quelque chose. C'est ainsi qu'Einstein fait une arrivée triomphante. Avec sa théorie de la relativité générale publiée en 1915, il a proposé une nouvelle vision de la gravité. Einstein a démontré que la gravité n'était pas une force à distance, mais une déformation de l'espace-temps. En réalité, la présence de masse ou d'énergie courbe l'espace-temps environnant, et les objets en mouvement suivent des lignes courbées de cet espace-temps, comme une bille roulant sur une nappe déformée par un poids. Mais pourquoi cette théorie a absolument tout chamboulé? Les conséquences de cette théorie ne sont pas à prendre à la légère. Elles sont même plus profondes, vous allez voir. Déjà, cette théorie permet de décrire la déviation de la lumière sans gêne physique. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour l'époque, c'est une découverte hyper importante. En fait, la lumière des étoiles est déviée lorsqu'elle passe près d'un objet massif, comme une grosse étoile ou un trou noir. Ce phénomène a été observé pour la première fois lors de l'éclipse solaire en 1919. Pareil pour l'orbite de Mercure. Le problème était résolu et on est parvenu à prédire plus clairement son orbite. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler du phénomène d'onde gravitationnelle. Parce que oui, Einstein a prédit que des objets massifs en mouvement, comme des trous noirs en collision, produisent des ondulations dans l'espace-temps. Et 100 ans plus tard, en 2015, on détecte pour la première fois ces ondes gravitationnelles. Si Einstein était encore vivant, il aurait probablement été très fier d'avoir prédit l'existence d'un phénomène 100 ans avant sa réelle découverte. Mais cette théorie de la relativité générale a des limites. En fait, elle voit son efficacité s'écrouler quand on parle d'astres bien plus spécifiques, plutôt même dans une région de l'espace-temps, les trous noirs.
En réalité, la relativité générale a permis de comprendre la formation des trous noirs, des régions où la courbure de l'espace-temps est si extrême que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Et d'une certaine manière, Einstein a aussi jeté les bases pour relier la gravité aux autres forces fondamentales, même si ce défi reste encore non résolu à l'heure actuelle. Les travaux de Galilée, Newton et Einstein montrent une progression dans la façon dont l'humanité a compris la gravité. Quand on regarde bien, cette évolution historique révèle un passage d'une vision qualitative et philosophique à une description mathématique. On est passé de l'idée d'une force mystérieuse à celle d'une courbure géométrique de l'espace-temps. Mais malgré nos avancées, des mystères subsistent encore aujourd'hui. La gravité reste la plus faible des forces fondamentales, et sa relation avec le monde de l'infiniment petit n'est toujours pas élucidée. La gravité n'a pas les mêmes effets à notre échelle qu'à l'échelle de l'univers. On l'a vu, c'est une interaction universelle, mais ses manifestations les plus évidentes se produisent à des échelles proches de nous, comme sur Terre ou dans le système solaire. Sur Terre, elle est visible dans des actions communes, comme par exemple les chutes des objets. La gravité exerce une force proportionnelle à la masse de l'objet, mais l'accélération qu'il subit est la même pour tous les objets. C'est environ 9,8 mètres par seconde carrée. Un phénomène complètement naturel qu'on a déjà évoqué et qui est dû à la gravité, c'est les marées. Alors je sais pas si vous le savez, mais les marées sont directement liées à l'attraction gravitationnelle de la Lune sur nos océans. Mais comment ça marche? Une analogie simple pour comprendre les marées est celle de tendre une nappe ou un drap élastique et d'y placer un objet lourd au centre. Imaginez que le drap représente les océans terrestres et que le ballon ou la boule au centre représente la Terre. Maintenant, placez un objet plus petit, comme une bille, qui représente la Lune à proximité du drap. La bille exerce une force sur la surface élastique et la déforme, créant une bosse. En réalité, cette bosse correspond à l'eau des océans, qui est tirée vers la Lune par sa gravité. Et l'autre côté de la Terre est évidemment impacté. Une deuxième bosse se forme à l'opposé de la bille, et la Terre elle-même est légèrement attirée par la gravité de la Lune. Mais les océans de l'autre côté suivent plus lentement ce mouvement, créant une seconde marée. Le mouvement de la Terre sur la Lune entraîne le déplacement donc de ces bosses à la surface du drap, simulant alors les marées montantes et descendantes. Mais il existe un autre phénomène directement lié à la gravité, mais qui est tellement commun qu'il a failli passer au travers des mailles du filet. C'est la pesanteur. En fait, la pesanteur est la gravité telle que nous la ressentons sur Terre, ou du moins à sa surface. Elle dépend non seulement de la masse de la Terre, mais aussi de la distance d'un objet par rapport à son centre. Par exemple, la gravité est légèrement plus faible au sommet de l'Everest qu'au niveau de la mer. Ces différents exemples montrent bien que cette force impacte notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Mais elle agit bien évidemment à des échelles beaucoup plus grandes, comme par exemple à l'échelle même de notre système solaire. Et comme on l'a vu au début de vidéo, la gravité à l'échelle de notre système solaire, c'est ce qui permet de maintenir l'orbite des planètes. Tout simplement parce que la gravité du Soleil maintient les planètes en orbite. Sans cette force, elles continueraient leur trajectoire en ligne droite, quittant alors le système solaire. Elles seront de simples corps célestes, perdus dans la pénombre et le froid glacial de l'espace. On a vu la gravité à notre échelle, à l'échelle du système auquel on appartient, mais qu'en est-il de la gravité à l'échelle cosmique? Parce que, comme on pourrait s'en douter, la gravité ne se limite pas aux phénomènes locaux. Elle est le moteur principal de la formation et de l'évolution des structures à grande échelle. C'est par exemple le cas de la formation des galaxies et des amas de galaxies, dont on a parlé aussi en début de vidéo. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est de l'influence de la matière noire sur notre univers. Parce que oui, ça a un beau lien avec la gravité. C'est une forme de matière invisible qui augmente la masse des amas et influe sur leur formation. En augmentant la masse des galaxies et de ces amas, elle permet d'augmenter la gravité globale de ces structures. Et si une étoile reste stable dans une galaxie, au lieu de s'en aller voyager seule dans l'espace de manière chaotique, c'est grâce à cette matière noire. Elle renforce donc l'influence de la gravité et lui permet d'être encore plus stable. Bon, jusqu'ici, rien de nouveau. La gravité est modérée, ce qui permet la formation de ces énormes structures. Mais que se passerait-il si elle devenait extrême? Eh bien, ça donnerait une région de l'espace-temps, complètement hors de contrôle. Chaotique, mais pourtant si magnifique. Un trou noir. Ces mondes de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Ces mondes sont les seuls endroits où la gravité est extrême. Ils se forment souvent après l'effondrement d'une étoile massive, et il est composé de différentes parties fascinantes. Mais on va s'arrêter sur une en particulier. L'horizon des événements. En fait, l'horizon des événements, c'est la limite autour du trou noir, à partir de laquelle tout ce qui entre est irrévocablement attiré vers son centre. Une fois cette partie dépassée, il n'y a plus aucun retour possible. Vous serez là, sans cesse aspiré vers un inconnu infini, sans espoir de revoir un jour la lumière. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de cette limite, la courbure de l'espace-temps devient infinie, conduisant à une singularité gravitationnelle.
Mais les trous noirs ne sont pas que obscurité et destruction, ils ont un véritable impact cosmique. Par exemple, certains trous noirs au centre des galaxies influencent leur évolution en libérant des jets de matière et régulant la formation des étoiles. Et que se passe-t-il quand deux monstres de gravité entrent en collision? Eh bien, la gravité montre sa puissance. Ce sont les ondes gravitationnelles dont on a parlé tout à l'heure. Elles vont alors se propager à la vitesse de la lumière. Elles déforment l'espace-temps sur des millions ou des milliards d'années-lumière jusqu'à atteindre la Terre pour certaines. Mais pourquoi la gravité ne s'intègre pas dans la mécanique quantique? On l'a vu, la relativité générale décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Ça, on l'a compris. Par contre, la mécanique quantique fonctionne avec des notions discrètes et probabilistes, idéales pour les échelles microscopiques. Alors la réalité, c'est que ces deux théories sont incompatibles dans les conditions extrêmes, comme l'intérieur des trous noirs ou au tout début de l'univers. Leurs équations produisent souvent des résultats infinis, ce qui indique un problème fondamental dans notre compréhension. Ce phénomène apparaît aussi quand on tente d'unifier les 4 forces fondamentales. Alors les 3 autres forces, on en a parlé, c'est électromagnétique, forte et faible. Et celle-là pourtant, elle s'intègre bien dans le monde quantique. Ça veut dire qu'on réussit parfaitement à décrire ces 3 forces dans le monde des particules. Mais la gravité manque à cette grande équation. On ne parvient pas à l'ajouter sans que cette équation ne devienne un champ de mine. Il se passe aussi la même chose quand on essaie d'étudier les singularités gravitationnelles. Alors on espère que l'étude sur la gravité pourrait nous donner des informations sur les singularités. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement une singularité gravitationnelle? Eh bien, il s'agit d'un point où la densité devient infinie, où les lois de la physique actuelle cessent de s'appliquer. Au centre d'un trou noir, la gravité est tellement extrême que même la lumière ne peut s'en échapper sur un rayon proportionnel à la masse du trou noir. Cette gravité infinie est engendrée par la singularité présente au centre du trou noir. Et il semblerait que ce soit une singularité qui serait à l'origine de notre univers entier. Alors plusieurs théories avancent l'idée que l'univers aurait commencé par une singularité, où toute la matière et l'énergie étaient condensées en un point infiniment dense. Les singularités sont l'épreuve des limites de la relativité générale. Elles suggèrent que nous avons bien besoin d'une nouvelle théorie pour comprendre les phénomènes extrêmes. Mais c'est là que les génies s'éveillent. Face aux limites de la relativité générale, plusieurs approches ont été proposées pour intégrer la gravité dans un cadre quantique. Les tentatives les plus connues pour unifier la gravité et la mécanique quantique sont la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes. Mais voyons brièvement ce que proposent ces deux théories. Alors d'abord, il y a la gravité quantique à boucle. C'est celle que j'aime le moins, mais qui me paraît la plus réaliste. En réalité, cette théorie propose que l'espace-temps n'est pas continu, mais il est constitué de petits quantas discrets, comme une trame de tissu formée par des boucles interconnectées. Et elle suggère donc que les singularités pourraient être évitées. Par exemple, au lieu d'un Big Bang, on aurait un rebond cosmique, où l'univers passe d'une phase de contraction à une expansion. Alors bon, en fait, il faut imaginer un espace-temps qui n'est pas un tissu continu, mais plutôt une toile composée de points connectés comme un filet de pêche par exemple. Chaque nœud du filet représente une unité fondamentale d'espace-temps, qu'on pourrait appeler un quantum d'espace. Et ces nœuds sont reliés par des boucles, formant comme une sorte de réseau discret, comme un tapis tissé à partir de fibres individuelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand une particule ou une masse passe à travers de cet espace-temps, elle déforme le filet, ce qui est une représentation de la gravité. Par exemple, si vous posez un poids au milieu d'un filet élastique, ça va créer une courbure autour du poids. Un peu donc comme l'effet de la gravité selon Einstein. Maintenant, si cette théorie ne vous a pas convaincu, eh bien il y a l'autre, la théorie des cordes. C'est celle que je préfère parce qu'elle est très élégante, mais j'avoue que je la trouve beaucoup moins réaliste que la précédente. D'ailleurs, notez bien que chacune de ces deux théories n'est prouvée ni expérimentalement, ni de manière observationnelle. Donc, ne les prenez pas pour acquises. Bref, la théorie des cordes. Cette idée révolutionnaire postule que les particules fondamentales sont des cordes vibrantes minuscules, et la gravité pourrait émerger de certaines vibrations particulières. Et malheureusement, la théorie des cordes introduit des dimensions supplémentaires cachées. Ça permet d'offrir une structure mathématique élégante pour unifier les forces fondamentales. Mais ça nous limite dans la compréhension et l'acceptation de la théorie, pourtant si proche du but. Et si on compare ces deux théories, donc la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes, qu'est-ce que ça donnerait? Quelles sont les principales différences entre ces deux théories? Eh bien, la théorie des cordes se concentre sur des particules et les forces comme étant des vibrations. C'est une vision basée sur des éléments unidimensionnels ici. Elle est donc basée sur des cordes. Par contre, la gravité quantique à boucle imagine l'espace-temps lui-même comme étant discret, composé de grains semblables à un filet ou un tissu complexe. Alors c'est bien différent, mais ces deux théories partagent le même but, dépasser les limites de la relativité générale et de la mécanique quantique. Dans tous les cas, elles introduisent une particule encore complètement inconnue, une particule hypothétique capable de communiquer avec la gravité, le graviton.
En fait, dans un cadre quantique, on n'a pas le choix que d'expliquer tel ou tel phénomène par des particules. Par exemple, le photon est la particule de la lumière, et le quark est la particule de la matière. Donc si on part d'un point de vue quantique, la gravité devrait être médiée par une particule hypothétique, que les chercheurs ont appelé le graviton. Ces gravitons seraient extrêmement difficiles à détecter, tout simplement parce que la gravité est une force extrêmement faible par rapport aux autres. Par contre, si les gravitons existaient, ils pourraient résoudre le phénomène de propagation de la gravité, et donc ouvrir la voie à une compréhension quantique. Et cette compréhension pourrait s'étendre à l'univers, dans sa globalité. Alors je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais j'ai parlé de l'expansion de l'univers. Il existe une énergie qui bat la gravité. C'est l'énergie noire. L'univers s'expand chaque seconde, de plus en plus. C'est ça d'ailleurs qui est étonnant, c'est que cette expansion s'accélère. Selon la relativité générale, l'expansion de l'univers devrait ralentir sous l'effet de la gravité, en attirant les galaxies les unes avec les autres. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Les observations montrent que l'univers s'étend de plus en plus vite, comme s'il était poussé par une force répulsive. Et là, il s'agit bien de l'énergie noire. Et certaines hypothèses suggèrent que la gravité elle-même pourrait être modifiée à grande échelle. Par exemple, il existe la théorie de la gravité modifiée. Elle postule que la relativité générale ne s'applique pas complètement dans des conditions extrêmes, ou à des échelles cosmiques. En fait, et comme la théorie des cordes, elle suppose des interactions avec des dimensions supplémentaires. Parce que si la gravité peut échapper dans des dimensions supplémentaires, eh bien ça pourrait expliquer sa faiblesse relative et l'accélération cosmique. Bon, voilà le problème. La gravité existe bel et bien, et la relativité générale est prouvée. Seulement, il semblerait que cette théorie soit incomplète. On ne parvient pas à expliquer la gravité de la meilleure des façons. Et on se confronte à des limites. Au centre des trous noirs, au début de l'univers, avec l'expansion de l'univers. La relativité générale est pourtant bien vérifiée. On a pu l'observer avec la déviation de la lumière des étoiles par le Soleil. Et cette expérience, elle a été menée par le physicien Eddington en 1919. En fait, comme je vous le disais, Einstein prédisait que la lumière des étoiles serait légèrement déviée lorsqu'elle passe près d'un objet massif, comme le Soleil. Et comme on l'a vu, c'est dû à la courbure de l'espace-temps, engendrée par le Soleil. Et comment est-ce qu'il a pu mesurer la courbure de l'espace-temps lui-même? Eh bien pour ça, Eddington a observé les étoiles à proximité du Soleil en utilisant un phénomène bien connu, une éclipse totale. En réalité, pendant une éclipse, les étoiles sont visibles grâce à l'obscurité temporaire. Eddington et son équipe ont mesuré leur position apparente dans le ciel et l'ont comparée à leur position réelle, en l'absence du Soleil. Résultat, les positions des étoiles étaient bien décalées, confirmant alors la courbure de l'espace-temps, prévue par Einstein. Et cette découverte avait été une véritable révolution parce qu'elle validait la relativité générale, ce qui propulsa Einstein sur le devant de la scène scientifique mondiale. Mais là où Einstein était fort, c'est dans ses prédictions. C'est en partie lui qui a introduit le concept de décalage des horloges atomiques, ou plus communément appelé la dilatation temporelle. Il avait prédit que le temps s'écoulerait pas uniformément partout dans l'univers. Il passe plus lentement dans des champs gravitationnels intenses. Là où la gravité est forte, le temps s'écoule plus lentement. Et pour tester ce nouveau concept, des horloges atomiques extrêmement précises ont été créées et placées à différentes altitudes. Par exemple, il y avait une horloge au sommet d'une montagne, là où la gravité est la plus faible, et une autre au niveau de la mer, là où la gravité donc serait la plus forte. Et qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien que l'horloge en haut de la montagne avançait légèrement plus vite, prouvant de ce fait que le temps était affecté par la gravité. Cette découverte a permis le développement de technologies de systèmes de guidage. Et oui, je parle bien ici du GPS. Par exemple, les satellites GPS situés loin de l'influence directe de la Terre ajustent leurs horloges pour garantir la précision des données. La compréhension de la dilatation temporelle est aussi cruciale pour planifier des missions spatiales à grande distance. Mais alors, c'est quoi la suite maintenant? Eh bien pour comprendre un peu mieux la gravité, et plus précisément les sondes gravitationnelles, de nouveaux projets vont bientôt voir le jour. Le projet LISA et le projet Einstein Telescope. Ça prend du temps, mais une fois que ce sera mis en place, les découvertes au sujet de la gravité et de l'origine de l'univers vont fuser. LISA, pour Laser Interferometer Space Athena, c'est un projet futur de l'Agence spatiale européenne, et il est prévu pour les environs de 2030. L'idée, c'est d'envoyer 3 satellites qui formeront un triangle parfait dans l'espace avec des bras de plusieurs millions de kilomètres. En détectant les ondes gravitationnelles à des fréquences plus basses que LIGO, LISA pourrait étudier des phénomènes encore plus massifs. Ce genre d'instrument pourrait nous permettre d'explorer la matière noire et l'énergie noire. On tente aussi en parallèle de prouver l'existence de la gravité à l'échelle quantique, en tentant de trouver ce fameux graviton. La quête pour tout comprendre de la gravité reste pour le moment inachevée. Les expérimentations modernes ont révolutionné notre compréhension de la gravité, validant des théories centenaires comme la relativité générale. Mais malgré tout,
elle soulève aussi de nouvelles questions fondamentales. Comment la gravité s'intègre-t-elle dans la mécanique quantique? Quel est son rôle exact dans les phénomènes cosmiques extrêmes? Que nous réserve la matière noire et l'énergie noire? Eh bien ça, seules les prochaines découvertes pourront nous permettre d'y répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez m'aider à faire grandir cette chaîne, eh bien, j'ai besoin de vous, sincèrement. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre un abonnement payant sur cette chaîne, qui me permettra d'augmenter la qualité de mes vidéos. En échange, je vous offre ce que je peux vous offrir comme avantage sur cette chaîne, comme par exemple voir les vidéos en avance et autres. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce style, eh bien, je vous laisse cliquer juste ici. Sinon, vous pouvez toujours vous renseigner quant à l'actualité spatiale qui vient de sortir, qui est juste ici. Merci encore à tous les membres de cette chaîne, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zebrolos, bye.